C'était pas facile, mais on a réussi. On est très content d'accueillir Emeline Curien. Je suis très content, on est très content que la salle soit remplie. Les salles, même s'il y avait eu un petit souci justement de réservation, mais vous avez trouvé le chemin. Emeline, elle est invitée par le Master Montagne. Ça prend place dans un séminaire S8 qui s'interroge sur les modernités architecturales et non pas la modernité architecturale. Qu'est-ce qu'on ferait de ces modernités au pluriel? Comment on en hérite? Qu'est-ce qu'on fait des héritages construits de tout ça? Est-ce qu'on veut s'en départir ou en garder des parts consciemment, inconsciemment, volontairement, construites ou imaginaires, bref. Essayer c'est un séminaire avec différentes interventions dont Emeline prend la première invitation extérieure qui essaye de complexifier un peu ce champ-là. Merci encore d'être venu depuis non seulement Nancy mais la Belgique. Enfin, tu as fait un sacré voyage pour venir. On est très content parce que c'est tes travaux et puis moi personnellement en l'occurrence parce qu'on a beaucoup enseigné ensemble, on s'est beaucoup connus, nous inspire beaucoup dans le Master Montagne. On évoque pas mal ton livre sur Caminada notamment, et donc ça fera sans doute écho à des choses que vous avez déjà entendues avec nous pour celles et ceux qui sont en Master Montagne. Je te présente en 2 mots comme je peux, en improvisant, et tu compléteras évidemment. Emeline Curien est architecte de formation, elle est docteure en architecture, en histoire de l'art, preuve, il faut corriger, et elle est maîtresse de conférences en théorie et pratique de l'architecture à Nancy, et elle a soutenu récemment une habilitation à diriger des recherches. Et voilà, je crois que tu vas évoquer peut-être un peu tout ça à la fois aujourd'hui. Merci encore. Merci à vous. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Est-ce que vous m'entendez bien dans le fond? Ouais, ok. Ce que je vous propose, c'est comme on a prévu un temps un peu long de 2 heures et que je vais peut-être pas réussir à parler comme ça en continu pendant 2 heures, c'est de faire, plutôt que de faire des questions à la fin, de faire 4-5 pauses au cours de route, si vous avez des questions ou des remarques. Comme ça, ça va aussi nous rythmer un peu notre matinée. Donc, toutes les 10 minutes, un quart d'heure, on fera une petite pause comme ça. Je suis heureuse aussi de l'invitation parce que, effectivement, en fait, je crois que l'ensemble de mon travail, il pose cette question des modernités architecturales et de l'héritage pour l'Anthropocène. Alors, d'une façon particulière peut-être, mais je me sens très concernée par cette question. Et l'hypothèse que je voudrais travailler avec vous avec ce titre « Monde de la construction, construction de monde », c'est l'idée que choisir des matériaux bio et géosourcés, des stratégies bioclimatiques, des circuits courts, de mobiliser tous les acteurs et les actrices touchés par une construction, par un projet, travailler sur l'existant plutôt que produire du neuf, etc. Tout ça est essentiel. Mais en fait, ça ne suffit pas à répondre aux multiples situations de vulnérabilité et de difficultés, physiques comme psychiques, qui apparaissent aujourd'hui. Et donc ces gestes qui sont essentiels, à faire attention à ce qu'on met en œuvre dans un bâtiment, etc., je crois que ça ne suffit pas nécessairement à transformer nos relations avec ce qui nous entoure, avec les autres vivants, qu'ils soient humains ou non humains. Et qu'en fait, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est de transformer la manière dont on construit des mondes psychiques qu'on va habiter ensemble, des mondes physiques, avec leurs caractéristiques environnementales, etc., etc. Et donc je pense que les architectes ont un rôle à jouer dans cette transformation des mondes, mais je ne veux surtout pas dire que les architectes sont les sauveurs des mondes à construire à venir. Je pense que toute profession, en fait, toute action dans le monde a cette responsabilité de penser les relations qu'elle crée au travers de ses gestes avec ceux qui nous entourent. Un maraîcher le fait en choisissant une manière de faire culture et une manière de vendre, de transformer ou de distribuer ses produits. Un médecin le fait aussi, donc je ne veux pas dire que nous sommes les sauveurs comme architectes, je veux dire qu'on a une responsabilité dans nos professions de penser aussi ces questions et de comprendre qu'en fait, peut-être qu'un de nos rôles, c'est déjà de transformer ou d'enrichir en tout cas nos propres sensibilités pour qu'au travers des réalisations qu'on produit, des processus qu'on met en œuvre, on puisse accompagner les transformations des autres. Donc comment l'architecture peut accompagner une transformation des sensibilités. C'est un peu sur ça que je voudrais travailler aujourd'hui. Et de voir ce que ça fait à la critique d'architecture. Je ne parle pas de la critique d'architecture seulement comme une activité qui écrirait dans des magazines, mais je parle de la critique d'architecture comme comment on regarde l'architecture, ce qu'on produit, avec quelle valeur, avec quel regard, et comment en retour ça nous aide à construire nos pratiques. Donc la critique, il faut vraiment la voir juste comme un moment qui participe de l'architecture et qui nous permet de la regarder peut-être autrement.
Et cette critique, j'ai cherché un mot qui vaut ce qu'il faut, hein, mais je l'appelle critique cosmopolitique. Je vous expliquerai pourquoi ce mot-là m'a aidé à penser comment, moi qui suis, j'ai une formation d'architecte, mais je suis toujours pas architecte en soi, je ne construis pas, je participe très peu à des projets, même si j'en ai envie, c'est juste une question de temps en fait, mais je ne suis pas architecte, mais mon activité c'est de regarder et de transmettre le travail des autres. Et j'ai essayé de trouver comment faire ça de manière éthique dans le monde contemporain, en regard des enjeux sur l'anthropocène. Donc je vais essayer de vous partager tout ça. Attendez, il faut juste que je trouve où je dois appuyer. Voilà. Dans une conférence en 5 parties. La première partie, ce sera Fabrique politique de nouveaux sensibles, qui est une introduction dans laquelle j'aimerais creuser un peu cette idée que, comme architecte, on participe à construire des sensibilités et que c'est peut-être cette transformation des sensibilités qui peut nous amener à avoir un regard autre sur l'environnement et à non pas éviter les difficultés, les catastrophes, etc., mais à apporter un autre regard sur la manière dont on agit et on interagit avec le monde. La deuxième partie, qui sera une plus grande partie, c'est monde de la construction, construction de monde. Et ce que je voudrais essayer de montrer, c'est comment, par des choses qui sont fragiles, qui ne sont pas faciles à identifier, on pourrait peut-être participer de ça au travers de la question de l'atmosphère, des images qu'on met en jeu dans le projet et des organisations en plan. Donc ça peut paraître peut-être un peu compliqué pour l'instant, mais je vais essayer de vous expliquer petit à petit. L'idée d'être de se dire, quand on construit une atmosphère, est-ce qu'on peut aussi participer de la manière dont on se rend sensible à ce qui nous entoure et donc à en prendre soin autrement? Quand on choisit des images qui nous nourrissent pendant le processus de projet, est-ce que ces images, elles peuvent nous permettre aussi d'entrer en relation autrement avec ce qui nous entoure? Et quand on construit un plan, de la même manière. Et en conclusion, à partir de ça, on regardera ce que, pour l'instant, j'appelle critique architecturale cosmopolitique, au temps des catastrophes qu'on est en train de vivre. Et donc on va commencer par la première partie, Fabrique politique de nouveaux sensibles. Ce que je voulais juste faire dans cette partie, donc quand je dis architecture, hein, c'est les actions qui transforment et forgent les espaces et les milieux, et c'est pas seulement le bâtiment, c'est tous les processus en amont, pendant le processus de conception, pendant la construction du bâtiment, pendant la vie du bâtiment lui-même. Mais comment tout ça participe ou pourrait participer d'une fabrique politique de nouveaux sensibles? Et je vais déjà expliquer pourquoi j'utilise le mot politique, fabrique politique de sensibles, etc., au travers de quelques auteurs qui m'ont aidé à penser ça et qui peuvent peut-être vous aider aussi. Le premier, c'est un penseur qui est souvent sollicité pour aborder ces questions d'écologie élargie. C'est Félix Guattari, qui est régulièrement cité. Alors j'ai pris une citation là, mais on pourrait en donner d'autres. Mais voilà ce qu'il nous dit. Il convient de souligner que la prise de conscience écologique à venir ne devra pas seulement se préoccuper des facteurs environnementaux, tels que la pollution atmosphérique, les conséquences prévisibles du réchauffement de la planète, la disparition de nombreuses espèces vivantes, mais qu'elle devra aussi se porter sur des dévastations écologiques relatives au champ social et au domaine mental. Sans transformation des mentalités et des habitudes collectives, il n'y aura que des mesures de rattrapage concernant l'environnement matériel. Si on ne se préoccupe que des questions matérielles, alors matériel ne veut pas dire ne pas s'occuper du vivant, de la pollution des milieux, etc., mais si on ne s'occupe que de ça et qu'on ne transforme pas notre manière, le champ social et le champ mental, en fait, pour Félix Guattari, on ne pourra pas arriver à affronter ces difficultés. Et lui, il propose ce qu'il appelle une écosophie, c'est d'ailleurs le titre de cet ouvrage où sont rassemblés de nombreux textes de l'auteur sur cette question. Il propose une écosophie qui est une articulation éthico-politique. Donc déjà, il met son travail dans le champ éthique et dans le champ politique, entre les 3 registres écologiques, celui de l'environnement, celui des rapports sociaux et celui de la subjectivité humaine. Si on ne travaille pas sur les rapports sociaux, si on ne travaille pas sur la subjectivité humaine, c'est-à-dire tout ce qui nous fait vivre, rêver, penser, souffrir, etc., tant qu'on ne travaille pas là-dessus, on n'arrivera pas à transformer le rapport qu'on a avec notre environnement. Et lui, il nous dit quelque chose qui est assez intéressant pour les architectes, je crois, c'est qu'il faut préserver des espèces matérielles, des espèces naturelles, des espèces animales et végétales, mais aussi des espèces incorporelles. Des espèces incorporelles, par exemple, pour lui, c'est le cinéma d'auteur, des valeurs de solidarité, de fraternité, de socialité et de voisinage. Il considère ça comme des espèces qui seraient aussi en voie de disparition. Donc d'un côté, il y a cette idée de préserver des espèces incorporelles, et on pourrait dire qu'il y a des pratiques de l'architecture qui sont des espèces incorporelles,
qui ont tendance à être attaquées, qui ont tendance à être menacées et qu'il faudrait préserver. Mais ce qui est surtout intéressant avec Félix Guattari, c'est qu'il ne se contente pas de cette idée de préservation. Il dit aussi d'invention de nouveaux devenirs. Il ne faut pas seulement préserver ce qui existe, mais il faut surtout inventer de nouveaux devenirs, de nouvelles espèces incorporelles, culturelles, de nouvelles façons d'être en relation entre nous, de nouvelles architectures, de nouveaux cinémas, de nouvelles photographies, etc. etc. Il dit, alors il ne faut pas seulement préserver les espèces menacées de la vie culturelle, mais également engendrer les conditions de création et de développement, de formation, de subjectivité inouïe, jamais vue, jamais sentie. Il nous encourage à être dans une inventivité des subjectivités, de la sensibilité. Et donc je trouve que c'est une perspective qui est intéressante pour les architectes. Un autre auteur qui, moi, m'a beaucoup aidé à comprendre les enjeux politiques de l'architecture, mais on va essayer d'entendre ce qu'il dit de la politique, c'est Jacques Rancière. Lui, alors, il parle plutôt de pratique artistique quand il parle de fabrique du sensible, mais pas seulement. Mais en tout cas, il nous permet de penser un lien à la politique qui n'est pas celle des partis. Il ne s'agit pas de dire cette architecture est une architecture de droite, de gauche, du centre, etc. Ce n'est pas du tout en ça qu'il entend le politique. Voilà ce qu'il nous dit. Le politique, en effet, ce n'est pas l'exercice du pouvoir et la lutte pour le pouvoir, c'est la configuration d'un espace spécifique, le découpage d'une sphère particulière d'expérience, d'objets posés comme communs et relevant d'une décision commune, de sujets reconnus capables de désigner ces objets et d'argumenter à leur sujet. Il ne parle pas d'architecture, attention, quand il dit ces citations, il parle d'espaces plutôt sociaux, culturels, mentaux, mais en fait, on pourrait réinterpréter cette phrase à la lumière de l'architecture. L'architecture est politique parce qu'elle configure des espaces spécifiques. Elle découpe une sphère particulière d'expérience, d'objets qui sont communs ou pas, et à partir desquels on peut faire société ensemble. Peut-être c'est un peu flou, mais après je vous donnerai des exemples concrets de comment on peut considérer que l'espace est politique au sens de Rancière. Et puis il continue. Cette distribution et cette redistribution des places et des identités, ce découpage et ce redécoupage des espaces et des temps, du visible et de l'invisible, du bruit et de la parole, constituent ce que j'appelle le partage du sensible. Il fait le lien entre le partage du sensible, la manière dont on fabrique au sein d'une société le sensible, et la question politique. La fabrique du sensible est une question politique. On va se forger et on va forger la société à partir du sensible et faire action politique à travers de ça. Donc là aussi, je trouve que pour les architectes, avoir cette vision-là peut être intéressante pour notre travail. Et il continue, la politique consiste à reconfigurer le partage du sensible qui définit le commun d'une communauté, à y introduire des sujets et des objets nouveaux, à rendre visible ce qui ne l'était pas, et à faire entendre comme parleurs ceux qui n'étaient perçus que comme animaux bruyants. Et je vous montrerai des projets d'architecture où on peut poser cette question-là. Qu'est-ce que ce projet d'architecture rend visible? Qu'est-ce qui nous fait rentrer dans notre communauté, en fait, et comment on va peut-être être capable d'en prendre soin parce qu'il est rendu visible par l'architecture. Une autre autrice qui m'a aidée, c'est Judith Butler, qui ne parle pas du tout d'architecture. Elle parle plutôt, par exemple, dans ce texte « Ce qui fait une vie », de la violence, de la guerre et du deuil. Mais ce qu'elle explique, c'est qu'en fait, on est dans des matrices d'intelligibilité du monde qui sont construites par les médias, par l'école, par tout ce qui nous environne, et que ces matrices-là, elles nous encouragent, elles nous amènent à considérer des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues et des vies qui valent la peine d'être vécues. Des gens qu'on accepte que leur vie soit détruite parce qu'ils n'existent pas vraiment pour nous, et des gens qui existent pour nous parce que peut-être ils sont proches, parce qu'on nous les a montrés, parce qu'on a créé des liens avec eux, et qu'eux, on va défendre coûte que coûte. Alors, je résume très grossièrement sa pensée. Mais ce qui est intéressant, à mon sens, c'est de se dire, au-delà même des vies humaines, quelles sont les vies qu'on considère comme ayant de la valeur et qu'on va prendre en considération quand on fait un projet. Quelles sont les vies humaines et non humaines qu'on va faire rentrer dans le projet d'architecture. Je vous donne un exemple très bateau et vraiment niveau zéro de cette réflexion-là. Parfois, quand on pense l'accueil dans un bâtiment, on va penser les gens arrivent, ils partent très vite, c'est juste un endroit où en fait on redistribue les flux avec une personne qui nous dit où aller. On va en prendre soin, mais on va peut-être pas faire très attention à la lumière naturelle parce qu'on se dit les gens ne font que passer, par exemple. Ou
Il n'y a pas forcément de vue sur l'extérieur, parce que c'est un endroit où on passe 3 secondes, 4 secondes, on n'y reste pas nécessairement. Oui, mais la personne de l'accueil, cette personne qui passe sa vie à cet endroit-là, c'est quoi le monde qu'on lui construit? Mais comment on rend visible cette personne qui est dans l'accueil et qu'on lui fait une belle vie, si elle n'existe pas dans notre imaginaire d'architecte? Nous, et si elle n'existe pas dans l'espace concret. C'est un peu cette idée-là, le partage du sensible, pour moi, et aussi ce qui fait une vie. C'est quelles sont les vies dont on prend réellement soin quand on fait un bâtiment d'architecture. Je vous dis ça pour un être humain, mais ça peut être des vies non humaines, et on verra aussi des exemples. Alors voilà ce que dit Judith Butler, toujours dans le cadre de la guerre, mais une vie déterminée ne peut être, à strictement parler, appréhendée comme ayant été blessée ou perdue si elle n'a pas été au préalable appréhendée comme vivante. Si certaines vies ne sont pas qualifiées comme étant des vies, ou si elles ne sont pas d'emblée concevables en tant que telles dans certains cadres épistémologiques, donc les cadres qui nous permettent de voir et d'agir dans le monde, il en résulte qu'elles ne sont jamais vécues ni perdues en un sens plein ou reconnaissable. D'un côté, je cherche à attirer l'attention sur le problème épistémologique que soulève cette question de cadrage. Les cadres à travers lesquels nous appréhendons, ou au contraire échouons à appréhender les vies des autres comme étant perdues ou blessées, sont politiquement saturés. Ils sont eux-mêmes des opérations de pouvoir. S'ils ne déterminent pas de manière unilatérale les conditions de l'apparaître, leur finalité est néanmoins d'en délimiter la sphère. Là aussi, c'est une citation peut-être un peu complexe qui mériterait qu'on y passe une séance entière de séminaire, mais ce qu'on peut retenir, c'est que on construit des cadres qui nous permettent de voir le monde, qu'on soit architecte, qu'on soit journaliste, qu'on soit artiste. Et ces cadres, ils font en sorte qu'on voit certaines choses et qu'on n'en voit pas d'autres, qu'on considère que certaines choses valent la peine d'être protégées, que d'autres ne valent pas la peine d'être protégées. Et comment on transforme ces cadres dans les situations qu'on traverse aujourd'hui. Et encore 2 auteurs pour ouvrir ces questions, parce que Judith Butler est plutôt du côté social humain. Là, on va aller vers David Abraham, qui est plutôt, lui, sur les milieux vivants. Comment on ouvre cette question de la fabrique du sensible à la relation qu'on entretient avec ces milieux vivants? Est-ce qu'on peut, par la construction et la transformation de nos milieux de vie, à l'encontre de récits culturels dominants qui font que souvent on ne considère les espèces vivantes qui nous entourent que comme une ressource pour notre propre vie. Et on va les défendre seulement parce que notre vie en dépend. Je donne l'exemple des abeilles. On considère souvent qu'il faut sauver les abeilles parce que notre alimentation en dépend. Et en fait, voilà ce que dit David Abraham. Qu'est-ce qui fait qu'on est devenu si sourd et si aveugle à l'existence vitale d'autres espèces et aux milieux animés qu'elles habitent, de telle sorte que nous pouvons aujourd'hui, sans même y penser, les vouer à la destruction? On est devenu si sourd et aveugle à d'autres vies, c'est un peu la même idée que chez Judith Butler, qu'on n'est pas capable d'en prendre soin, parce que tout simplement, elles n'existent pas pour nous. Elles n'existent pas réellement, elles n'existent pas comme vivants, comme incarnés. Et une autre manière de formuler ça, c'est « Nous ne sommes pas seuls » de Léna Ballot et d'Antoine Chopeau, qui disent en fait il faudrait qu'on apprenne à situer notre agir politique au sein d'un maillage écologique bien plus vaste que toute communauté humaine. Donc pour vous refaire un peu le chaînage de tout ce que je viens de vous présenter, Rancière, il nous permet de penser le sensible comme étant politique. Des gens comme David Abraham, ils nous permettent de penser ce politique en lien avec les milieux vivants. Et Léna Ballot et Antoine Chopeau, ils résument ça dans notre agir politique, on pourrait le situer au sein d'un maillage écologique qui dépasse la sphère humaine. Et le lien que je voudrais faire, c'est comment on transforme les sensibilités, comment on accompagne, comment on enrichit via l'architecture les sensibilités pour situer notre agir architectural, je fais exprès de remplacer le mot, au sein d'un maillage écologique bien plus vaste que toute communauté humaine. C'était un peu l'introduction de ce que je vais vous présenter après. Je sais bien qu'elle est bien dense, mais qu'après on verra des exemples qui permettront peut-être de mieux comprendre ce que je vois là-dedans. Et si vous avez déjà des questions ou des remarques, ça peut être un bon moment. Oui, Marie. Moi, je me demandais sur quand tu fais appel à Judith Butler et qu'elle dit qu'il y a certaines vies qui sont considérées, il y a aussi Gayatri Spivak avec toutes les subaltern studies qui dit justement comment est-ce qu'on donne voix à ces subalternes aussi, et dans la critique architecturale, comment est-ce qu'on rend visible sans prendre la place de... Complètement. C'est compliqué à gérer. Oui. Je sais pas si tu as des... Non, et c'est vrai que pour l'instant, je vais être très franche avec vous,
J'ai pas encore été étudier des projets qui donnent la parole à d'autres humains qui seraient en minorité, qui seraient rendus subalternes, etc. Je suis plutôt sur des projets plus conventionnels pour essayer de comprendre ce que la modernité ou que la fin du XXe siècle et le début du XXe siècle ont comme a priori sur ces questions, mais sur des projets qui ne se revendiquent pas de cette attitude-là. Peut-être ce que je vais faire après, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je suis restée sur des bâtiments, vous allez voir, qui n'ont rien de révolutionnaire sur ces questions-là, en fait, qui vont plus être de l'ordre de l'infra pour permettre de poser les questions, mais on pourrait les poser dans ce cadre-là aussi, tout à fait. Ouais. En fait, je vais aller sur des bâtiments qu'on pourrait interroger avec plein d'autres clés de lecture qui ne se positionnent pas dans ces questions-là. Je vais regarder des bâtiments qui ne posent pas nécessairement, à part quelques-uns de ces questions-là, pour nous les poser et voir ce qu'elles produisent. J'ai encore une petite question du coup. Tu parlais à un moment donné avec Jacques Rancière d'espèces... Avec Guattari, d'espèces incorporelles peut-être. Voilà. Ouais. D'espèces incorporelles et donc de pratiques alternatives de l'architecture. Est-ce que dans tes enquêtes sur certains bâtiments, tu as déjà rencontré des pratiques architecturales qui pourraient permettre justement de faire place à ces personnes ou espèces subalternes dans leur projet parce qu'elles ont développé des pratiques de l'architecture un peu spécifiques justement? Oui. Oui, même si c'est très subtil la manière dont ils le font. C'est justement pas dans des situations de grands ensembles où il y aurait des situations de vulnérabilité sociale très puissantes ou très fortes. Donc oui, mais de manière très infra. Ouais. Même si lui en parle, donc c'est plus facile. En fait, je vais confronter des bâtiments dont certains ne se posent pas du tout cette question pour nous aider à le poser dans d'autres qui commencent à les poser. Après, en fait, pour tout vous dire, en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de dépouiller les revues d'art et architecture d'aujourd'hui sur les 5 dernières années. Et je vais faire d'autres revues européennes pour essayer de trouver des situations qui posent ces questions. Donc j'en suis encore à cheval entre mes anciennes questions, entre guillemets, qui sont posées sur des anciens sujets d'études, mes nouvelles questions qui se posent sur des anciens sujets d'études, je ne sais pas si vous voyez un peu, et chercher les nouveaux sujets d'objets d'études qui vont permettre d'aller plus loin dans ces questions. Donc je suis dans une période un peu fragile en fait, parce que je pose des questions qui ne sont pas tout à fait au cœur des objets que je vais vous montrer. Et est-ce que, c'est sûr que c'est assez, j'imagine, fragile et périlleux de tenter de faire le lien entre l'architecture et ses auteurs, autrices et penseurs, voilà, qui ne sont pas du monde de l'architecture. Est-ce que tu fais la distinction entre une intention de révéler le sensible par l'architecture, que l'architecte ait vraiment cette intention, ou alors une démarche non intentionnelle, mais qui finalement révèle une démarche sensible? J'essaye de faire les deux. C'est-à-dire en discutant avec les architectes, de comprendre ce que eux consciemment mettent en œuvre. Donc souvent, par exemple, quand je fais des entretiens avec des architectes, je les laisse beaucoup s'exprimer sur ce que eux mettent en œuvre. Après, j'essaye de poser des questions pour essayer d'aller plus loin et donc de faire avec. Et souvent, on construit les entretiens ensemble après coup. C'est-à-dire qu'on fait des entretiens, on parle, et puis après, j'écris presque avec eux un texte qui pourrait presque être un texte commun et qu'on restitue sous forme d'entretien. Donc là, on est plutôt du côté des intentions des architectes. Et après, je fais aussi le travail de dire, j'ai le sentiment que ça permet de poser ces questions-là ou que ça fait ça. Mais j'essaye à chaque fois de le dire, j'ai le sentiment, ou de faire comprendre à ceux qui lisent ou qui écoutent que c'est des hypothèses. Mais la conviction, par contre, dans laquelle je suis, c'est qu'en architecture, on travaille beaucoup avec ces hypothèses-là et qu'on n'est pas face à des rats de laboratoire. Les êtres humains, on ne peut pas mettre les êtres humains dans plein de situations, c'est tellement complexe. On pourrait dire, ah bah là, en ayant fait ça dans le bâtiment, les gens réagissent exactement comme ça. Parce que la fabrique d'une sensibilité, elle se fait sur une vie entière et qu'on ne peut pas isoler des petits moments comme ça. En tout cas, j'ai ce sentiment-là. Donc ça reste de l'ordre de l'hypothèse, mais je pense que ça peut être fructueux pour penser de nouvelles architectures. Alors je ne dis pas que je me fiche de la véracité de ce que je dis du moment que ça fait des nouvelles architectures, je ne vais pas jusque-là, mais j'ai l'impression que ça peut nous permettre de réfléchir comme architecte avec ces questions, même si on n'est pas dans un processus scientifique de la preuve. On n'est pas dans un processus de preuve, en tout cas.
Et je ne veux pas non plus faire la différence entre l'architecture pratique artistique et l'architecture pratique technique et dire il y a les deux. Je n'ai pas trop envie de rentrer dans ces débats-là, mais de se dire qu'en fait les pratiques humaines, elles sont nourries de sensibles, de subjectivité, là, et qu'en essayant de les rentrer dans des cadres trop étroits, on perd leur vitalité. Et pour ça, par exemple, avec les étudiants et les étudiantes de Nancy, on travaille sur les humanités écologiques pour essayer de comprendre ça. Et les humanités écologiques et plusieurs des textes, normalement, notamment des gens comme Deborah Bird-Rose, ils expliquent assez bien comment il y a sûrement un enjeu dans le monde contemporain qui n'est pas tant de produire des connaissances que d'enrichir nos sensibilités. Parce que ce n'est pas la question des sensibilités qu'on pourra prendre soin. La connaissance permet de prendre soin d'une certaine manière, mais elle ne permet pas de décider de prendre soin. C'est la sensibilité au monde qui nous permet de décider de prendre soin de quelque chose. Je ne sais pas si ma réponse est très claire, je me suis un peu éloignée. Mais, et pour le dire très vite, moi je me suis beaucoup aussi intéressée à l'anthropologie des images avec des gens comme Georges Didier Huberman, qui s'intéressent aux pratiques artistiques et qui acceptent cette part d'errance, d'errement, de fantomatique dans la fabrique d'une connaissance sur des œuvres artistiques. Et ça m'a beaucoup aidé à aborder l'architecture comme quelque chose d'insaisissable en fait. Et il donne une métaphore qui, moi, me semble très explicite. Il dit le papillon connu, est-ce que c'est celui qui est agrafé avec 2 pointes et mis dans l'éther sur un panneau ? Ou est-ce que c'est celui qui vole et qui est insaisissable et qu'on a du mal à comprendre, mais en même temps qui est vivant ? Et il faut accepter ces textes de Georges Didier Huberman, donc plutôt du côté de l'art, mais nous permettent en fait de se sentir libre, je trouve, de faire entrer les affects et l'incertitude dans la production de connaissances. Et en architecture, encore plus, parce que c'est à partir de tout ça qu'on peut refaire architecture comme être, qui prend ses responsabilités, d'engager sa sensibilité dans le monde, et pas un processus rationnel qui donnerait une architecture dont on sait qu'elle va fonctionner comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou questions à ce stade-là ? Je continue ? Et donc on va regarder ça à partir de bâtiments. Donc comme je vous le disais, c'est peut-être pas les meilleurs pour poser ces questions à première vue, mais en même temps, je vais le dire comme ça, moi ils me permettent de les poser. Donc je vous partage ça. Donc j'assume, moi ils me permettent de les poser. Alors vous verrez, il y a un architecte qui est assez central, c'est John Caminada, dont je vous parlerai très régulièrement, tout simplement parce que dans les architectes que j'ai rencontrés, c'est celui qui m'a permis de penser le plus loin ces questions. Et donc des fois, j'aimerais bien penser sans lui, avec d'autres, là. Mais à chaque fois, je me dis, bah oui, mais c'est quand même l'exemple qui permet le mieux d'exprimer ce que je voudrais expliquer. Donc j'assume, il sera encore là. Donc la première thématique que je voudrais aborder avec vous, dans ces questions un peu infra, c'est les atmosphères. Est-ce que les atmosphères que produisent les architectes, au-delà d'offrir, alors déjà des ambiances habitables en situation de grande chaleur, parce que ça devient un enjeu central, j'en parlerai pas, mais je suis bien consciente que c'est un enjeu central, et de nous faire vivre des expériences individuelles riches, est-ce qu'elles peuvent participer d'une thérapeutique pour les corps sociaux ? Est-ce qu'elles peuvent renouveler notre perception des milieux qui nous entourent ? Je vous donne un premier exemple d'architecte clairement associé à la question de l'atmosphère, c'est Peter Zumthor, notamment à travers ce bâtiment emblématique pour la fin du XXe siècle, qui sont les Thermes de Vals. Et j'ai choisi à dessein une photo d'Hélène Binet, parce que Peter Zumthor contrôle très fort la production d'images sur ces atmosphères, justement, et que cette photographe rend tout à fait l'expérience incroyable qui peut être vécue dans cet édifice, une expérience exceptionnelle, hors du commun, hors de ce qu'on a l'habitude de vivre au quotidien. Ce qui est intéressant dans ces atmosphères, dans ce travail que fait Peter Zumthor, c'est qu'il n'est pas seulement dans la vision, on ne fait pas que voir cette architecture, il n'est pas dans ce que Juhani Pallasmaa appelle le centrisme oculaire occidental, c'est-à-dire la tendance dans l'architecture occidentale à privilégier la vision et la pensée et pas le toucher, le mouvement, le corporel. Donc c'est intéressant parce que là on a l'expérience de l'eau, du toucher, de la pierre, de l'humidité, de la température, de l'odeur des pétales de fleurs qui met dans certains des bassins, de l'air de la Suisse, etc., etc. Mais j'aimerais interroger avec vous les présupposés d'une telle architecture. Alors voilà ce que dit Peter Zumthor pour commencer à rentrer dans ce travail. Tout se mélange et la communication de Mars produit un monde artificiel de signes.
C'est l'arbitraire qui règne. Peut-être la vie postmoderne peut-elle se résumer à cette définition. Tout ce qui sort de nos données biographiques personnelles paraît vague, flou, indistinct et d'une certaine manière irréel. Désolée pour la faute d'orthographe. Le monde est rempli de signes et d'informations qui renvoient à des choses que personne ne comprend entièrement parce qu'elles se révèlent finalement n'être elles-mêmes que des signes d'autre chose. La chose véritable est cachée, reste cachée. Il n'est jamais donné à personne de la voir. Je suis convaincue pourtant qu'il existe encore des choses authentiques, aussi menacées soient-elles. Il y a la terre et l'eau, la lumière du soleil, le paysage et la végétation. Il y a les objets créés par l'homme, les machines, les outils, les instruments de musique, qui sont et ne portent pas de message artificiel et dont la présence va de soi. Lorsque nous regardons des objets et des ouvrages bâtis qui semblent en eux-mêmes se reposer, notre perception devient d'une façon particulière calme et émoussée. L'objet que nous percevons ne cherche pas à s'imposer par un message, il est simplement là. Notre perception se fait tranquille, libérée de toute prévention et de toute volonté d'accaparement. Elle se situe au-delà des signes et des symboles, elle est ouverte et vide. C'est comme si l'on voyait quelque chose qui ne se laisse pas placer au cœur de la conscience. Alors, dans ce vide de la perception, il peut remonter à la mémoire de celui qui regarde un souvenir semblant surgir du fond des temps. Voir l'objet, c'est aussi pressentir le monde dans sa totalité, car rien n'est là qui ne soit destiné à être compris. En fait, dans cette citation et dans le travail de Peter Zumthor, ce dont on se rend compte, c'est que Peter Zumthor est à la recherche de la beauté, des conditions qui créent la beauté, et l'atmosphère participe de la création de beauté. Et cette beauté, c'est quoi? C'est faire vivre une expérience exceptionnelle à l'individu qui va vivre et parcourir le bâtiment, qui va vivre une expérience immédiate en sa présence. Vous allez aller voir dans le bâtiment, vous allez être touché, vous allez vivre une expérience exceptionnelle. C'est tout à fait une sensibilité qui a été influencée notamment par l'art contemporain. Et même Peter Zumthor nous dit qu'il a influencé l'austérité, la rigueur formelle et la pensée fondamentale de l'art minimal et de l'art conceptuel. Il parle de Judd, Morris et de Maria. Je vous ai mis quelques images pour ceux qui ne situent peut-être pas très bien tous ces artistes. La manière dont d'autres, Seurat, Norman ou Kimberly, posent un objet dans l'espace et dans le paysage et ainsi définissent un lieu, geste archaïque, et la sensibilité aux matériaux fluctuante, pour ainsi dire historique, de Joseph Beuys, issu de profondes couches de la mémoire comme point de départ d'une écologie matériaux dans les situations architecturales. En fait, ces artistes contemporains, ils ont fait le lien avec une sensibilité nouvelle en architecture à la fin des années 90, notamment en Suisse, qui est de faire des bâtiments qui nous émeuvent par leur forme, par leur matérialité, par leurs atmosphères. La question que je me pose au regard de ces œuvres, c'est est-ce que, d'une certaine manière, elles ne nous rendent pas passifs? Qu'est-ce que ça veut dire? On est un individu qui va vivre l'expérience que l'architecte a pensée pour nous. Mais nous, on devient quoi dans cette expérience? Donc c'est une expérience certes qui nous enrichit, qui nous sort de l'ordinaire, mais elle affecte notre espace psychique, notre espace physique, notre corps. On est spectateur d'une œuvre d'art, mais justement, quelle est la portée politique de cette expérience-là? Eh bien, sa portée politique, c'est de nous faire accéder à une beauté. Mais cette beauté, elle serait atemporelle, supérieure, presque quelque chose au-dessus de nous. Comment cette beauté au-dessus de nous nous aide-t-elle à prendre soin de ce qui nous entoure? Est-ce qu'elle nous le permet? Ou est-ce qu'elle nous met dans une sphère humaine de sensations? Est-ce que cette beauté, ce noyau dur de la beauté, qui serait évident, apolitique, atemporel, qu'est-ce qui fait finalement dans la fabrique du sensible? Est-ce qu'il nous permet de nous transformer dans notre relation à notre environnement? Est-ce que c'est une expérience qu'on consomme dans une succession de consommation d'expériences? Ou est-ce que cette relation à la terre, à l'eau, à la montagne, nous fait la considérer autrement et être capable de prendre soin des écosystèmes qui y vivent? Je laisse ça ouvert sous forme de questions. Ce qui me fait pencher plutôt du côté de la difficulté à faire encore seulement ça en architecture aujourd'hui, c'est le fait qu'il cite Joseph Beuys. Et je ne sais pas si vous connaissez cet artiste, mais en fait, d'une certaine manière, il vide Joseph Beuys de toute sa substance politique quand il le reprend. Parce que là, il ne reprend que la question de la sensibilité aux matériaux de Joseph Beuys. Or, cet artiste, lui, il cherchait complètement à renouveler la conception de l'homme et de la culture.
Pour lui, toute existence humaine est artistique et politique. Et en fait, il essayait de créer via l'art des mouvements politiques au sens d'émancipation des gens, d'enrichissement de leur capacité à agir dans le monde, etc. Or, j'ai l'impression que les travaux de Peter Zumthor ne font pas vraiment ça. Ils ne sont pas dans cette continuité de la pensée de Joseph Beuys. Alors, bien sûr, je mets plein de précautions. On est dans des bâtiments qui ont des programmes très particuliers. Des termes, un musée, c'est reconnu culturellement que c'est des lieux qu'on va protéger du monde extérieur d'une certaine manière pour faire des expériences incroyables. Donc, bien sûr, c'est peut-être normal que dans ces programmes-là, on ait un rôle de spectateur. Mais si je vous en parle, ce n'est pas pour critiquer le travail de Peter Zumthor, c'est pour voir les questions que ça ouvre dans notre pratique. Parce qu'en plus, quand il fait d'une résidence pour personnes âgées, il est extrêmement attentif au vécu de ces personnes âgées. Et donc, il est dans le quotidien d'une transformation de ces gens dans un univers où elles vont se sentir bien et dans lequel elles vont pouvoir s'épanouir. Je vous montre ces exemples juste pour soulever des questions en nous. Quand on crée une atmosphère exceptionnelle, quel rôle politique on a au sein de l'architecture? Je voudrais passer à un deuxième architecte qui, lui, voit les atmosphères assez différemment, c'est Miroslav Schick, toujours un architecte suisse. Et lui, en fait, quand il crée une atmosphère, il est extrêmement attentif aux formes architecturales du passé et aux souvenirs qui leur sont associés. En fait, il reprend des univers connus au sein d'une sphère culturelle définie, parce qu'il pense que les modes de vie des gens sont dans les formes architecturales et leur atmosphère, et que c'est quelque chose qui va conforter, rassurer, permettre de se construire dans une relation longue à l'histoire, et une histoire qui n'est pas une histoire érudite, etc., mais une histoire intime d'une certaine manière, une histoire des collectifs, une histoire des êtres humains, individus et collectivités. Et donc il va reprendre des matériaux, des modes, des couleurs, vous voyez aussi que les petits trous qui sont faits dans le bois, qui évoquent un peu des décors qu'on peut trouver dans une architecture traditionnelle, pour créer des atmosphères, pour créer des lumières, pour créer des ambiances qui vont rendre le bâtiment à la fois familier et accueillant. C'est tout le contraire de l'expérience que propose Peter Zumthor, qui propose une expérience, dans les termes de Valls, je précise, qui propose une expérience exceptionnelle. Là, au contraire, on cherche à produire une expérience qui soit plutôt de l'ordre de la quotidienneté, en reprenant des formes auxquelles, alors on pourrait être habitué dans notre vie personnelle. En fait, il y a un peu de fantasme aussi, parce que presque plus personne a grandi dans des espaces qui sont construits ainsi. Mais ça reste un imaginaire de l'architecture traditionnelle qui serait associée à un certain nombre de valeurs, et en les reconduisant, on reconduirait ces valeurs. Ce que cherche à faire Miroslav Schick, il le dit lui-même, c'est un art populaire authentique à la place d'un art pour initier. Donc un art populaire authentique. Et donc de créer des atmosphères qui relèvent d'un imaginaire commun et de valeurs collectives. Après, c'est pas si simple, parce qu'il nous dit qu'il ne fait pas seulement que copier les formes du passé et les atmosphères du passé. Elles subissent quelque chose qu'il appelle une Verfremdung. Verfremdung en allemand, c'est rendre étrange, rendre étranger, rendre bizarre. Et en fait, c'est un mot qui était utilisé par un metteur en scène qui s'appelle Bertolt Brecht. Bertolt Brecht avait une vision politique du théâtre. En fait, il demandait à ses comédiens de jouer les situations comme si elles n'étaient pas naturelles, de faire rentrer de l'artificiel dans leur jeu. Et il y avait un enjeu politique derrière, c'était de dire, ces situations-là, elles sont jouées, elles ne sont pas naturelles, parce que dans la vie réelle, ces situations sociales qu'ils mettaient en œuvre, elles ne sont pas naturelles non plus. C'est-à-dire qu'on peut les transformer. En fait, ce qu'il voulait faire pour les gens qui voyaient ces pièces, c'est de leur dire, regardez le monde tel qu'on vous le présente comme étant normal. Moi, je vous le présente un peu décalé pour que vous arrêtiez presque d'accepter sa normalité et pas vous rebelliez, mais en tout cas, vous le transformiez autrement, vous vous en saisissiez. Il est transformable, c'est pas ça qui va se passer pour tout le temps. Et Miroslav Schick fait la même chose avec ses formes architecturales, c'est-à-dire qu'il fait des petites transformations. Vous voyez par exemple ici la forme de la toiture. C'est pas une toiture à deux pans conventionnelle. Il y a une forme un peu de coque de bateau renversée. On n'a pas ça dans l'architecture traditionnelle, en fait. Il y a un peu des éléments de transformation qui disent « je m'inspire du passé, mais ce passé n'est pas naturel, normal, vous n'avez pas à l'accepter tel quel, vous pouvez aussi le transformer ». Donc il y a une ambition politique dans les matériaux, dans les formes architecturales et dans les atmosphères qui sont produites par cet architecte.
Vous voyez la différence avec Peter Zumthor dans les termes de Valls. Ici, l'individu, il est considéré, et le collectif, il est considéré dans une continuité historique transformable, mais qui est de l'ordre de la quotidienneté, de l'atmosphère qu'on vit au quotidien. Et cette quotidienneté, elle est le support de pratiques collectives. C'est pas seulement moi tout seul qui vais sentir cette atmosphère, c'est parce que ce bâtiment, qui est un centre paroissial, reconduit une atmosphère accueillante, rassurante, que les gens vont être capables de s'y installer et de parler ensemble autrement, et de créer des relations entre eux qui soient peut-être plus apaisées. Là, c'est l'idée qu'on pourrait faire ça dans l'architecture. Donc là, on était plutôt dans, vous avez vu les sous-titres que j'ai pas lus, mais une expérience quotidienne pour le corps social. Et maintenant, je voudrais vous montrer un exemple où j'ai l'impression... attendez, j'ai oublié de changer les titres. Je crois que j'ai oublié de changer les titres, mais c'est pas grave. Non, si, c'est encore juste, je reviendrai dessus. Je ferme ma parenthèse. Je vous présente un bâtiment qui est celui de l'internat Disentis de John Caminada, dans lequel, ici, vous avez en fait un escalier en béton qui traverse tout l'édifice et dans lesquels sont des niches en laiton, dans lesquelles les jeunes filles qui vivent dans l'internat peuvent venir se glisser dans la chaleur qui, en fait, il y a de l'air chaud qui passe derrière les plaques de laiton qui chauffe ces niches. Donc ces niches, elles ont une atmosphère à la fois visuelle, sensible, parce que le toucher du laiton est très particulier, mais aussi de la chaleur, qui est très particulier. Et en fait, ce lieu du creux, il devient le lieu où on peut se rassembler de manière intime. On est dans la salle commune, vous avez ici en plan la salle commune qui est ici, mais vous voyez, la niche est un petit peu en retrait. Et on voit bien que les discussions qui vont se tenir là, les échanges qui vont avoir lieu entre les jeunes filles, ça ne va pas être les mêmes là que là. Ça va créer une proximité entre elles qui va permettre d'avoir une intimité plus forte et donc d'ouvrir un autre espace social, un autre espace de partage que ce qui va se passer ici. Et ça se joue par la dimension, par la forme, mais aussi par l'atmosphère, par la chaleur, par le fait qu'on va se tenir habillé autrement dans ce lieu parce qu'il y fait chaud. Le corps va pouvoir se détendre autrement, et peut-être qu'il va se passer autre chose, qu'il y a d'autres relations interpersonnelles qui vont être rendues possibles par cette atmosphère particulière. Et donc les atmosphères thermiques et sensibles, elles deviennent le support de pratiques collectives. Donc on est aussi dans l'expérience quotidienne pour le corps social au travers des atmosphères. Et puis il y a un espace équivalent, là on est dans la chambre des internes. Dans leur chambre, elles ont un autre espace où l'atmosphère est particulière, c'est dans la fenêtre. Vous voyez l'assise sous la fenêtre, ici, sous laquelle il y a un radiateur. Et donc là, c'est le lieu de la chaleur, mais pour la jeune fille seule, dans lequel elle va pouvoir se replier sous le regard de personne. Quand on est dans la salle commune, on est avec les autres et on peut fabriquer une intimité interpersonnelle à quelques-unes. Quand on est dans la chambre, on est dans le lieu de l'intimité, sous le regard de personne. On peut s'asseoir dans la fenêtre au chaud et donc reconstituer un foyer, un chez-soi en fait dans la chaleur. Et en même temps, on est dans la fenêtre et on a une vue sur le lointain. Donc à la fois, on est protégé, on fait retour à soi-même, et en même temps, on est en lien avec ce qui se passe dehors si on le souhaite. Donc c'est un autre lieu qui fabrique une quotidienneté. Et vous voyez, quand je dis fabrique du sensible et relation à la question politique, on est en plein là-dedans parce qu'en fait, Caminada s'intéresse à la manière dont la jeune fille grandit et se constitue, à la fois dans la relation à la communauté élargie de l'internat, des jeunes filles avec qui elle va manger et partager des choses dans cette salle, avec des sphères d'intimité un peu plus resserrées ici, et puis aussi elle toute seule sous le regard de personne. Et comment elle se constitue à la fois dans le corps social, mais peut-être aussi en opposition ou en réaction au corps social. Et l'architecture et les atmosphères lui permettent de passer de l'un à l'autre et se constituer dans cet aller-retour. Donc en fait, ces atmosphères, on voit bien que chez ces trois architectes, elles construisent autrement politiquement le je et le nous. Pour tous les trois, l'atmosphère est une composante essentielle de l'architecture. Mais en fait, ça ne produit pas, donc ça c'est une hypothèse, je suis dans l'ordre, j'ai le sentiment que ça ne produit pas la même forme de subjectivité individuelle comme collective. On n'est pas dans la même écologie sociale et mentale. Et là, on est en plein dans des questions humaines, le je et le nous humain. La question que je voudrais poser maintenant pour finir avec cette question des atmosphères, c'est est-ce que les atmosphères peuvent nous aider à prendre en considération aussi le milieu qui nous entoure et pas seulement rester dans des atmosphères, des constructions de je et de nous humains.
est-ce que l'atmosphère peut nous amener à considérer autrement la vie des milieux? Et en fait, dans cette maison forestière, toujours de John Caminada, c'est assez intéressant parce que l'atmosphère, elle est rendue par la qualité de la lumière qui vient par ces grandes fenêtres qui donnent sur la forêt, par le fait que les poteaux, vous verrez sur une autre photo, peut-être celle-ci, sont dans la continuité des troncs d'arbres dont ils sont issus, par la qualité de la lumière qui ressemble à celle qu'on vit quand on est dans l'environnement de la forêt, mais aussi par l'acoustique, qui est construite par ces lames de bois tressées derrière laquelle il y a de la laine de mouton et qui restitue l'ambiance qu'on peut avoir quand on marche dans la forêt. Et en fait, il nous met à l'intérieur d'un bâtiment conçu pour le corps social, mais qui reconstitue l'atmosphère du dehors et qui nous permet d'en prendre conscience autrement. On prend conscience autrement de ce qui se passe dehors parce qu'on le revit d'une autre manière dedans. Est-ce que ça nous permet de prendre plus en considération le monde qui nous entoure? C'est une hypothèse. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que lui le formule très clairement, notamment dans ce texte. Il nous dit « Aucune vue panoramique n'interfère dans la relation entre l'espace architectural et le paysage. La transparence et la proximité agissent à la fois comme ouverture et fermeture. La séparation entre la nature et la culture semble suspendue. Je suis à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. La lumière pénètre dans l'espace au travers de la couronne des arbres. Les lieux sombres s'harmonisent avec ceux qui sont plus fortement éclairés. Les puissants piliers ainsi que les sapins et les pins jettent de longues ombres sur le parquet. Les irrégularités et les pores des surfaces en bois sont finement modelés par la lumière incidente. L'odeur du bois emplit la pièce. L'odeur du bois, c'est à la fois l'odeur du bois qui est mise en œuvre et l'odeur du bois qu'on brûle pour se chauffer. Donc on est mis en relation avec cette matière qui a permis la construction. Je vais aller passer plus loin. L'acoustique de la salle est terne, la parole est absorbée, un effet similaire à celui qu'on connaît avec les branches des arbres dans la forêt dense. Par la porte ouverte parvient le martèlement de la pluie sur le toit en tôle. D'autres fois, le sifflement du vent cherche son chemin entre les arbres et se mêle au silence de la pièce, etc., etc. On ne peut échapper à la perception sensorielle dans ce refuge naturel activé par la culture. L'idée, finalement, de John Caminada, c'est qu'on peut engendrer une relation à ce qui nous entoure différente via les atmosphères qu'on crée dans une architecture, qu'on va pouvoir comprendre d'une certaine manière, pas forcément conscientiser, mais le fait d'être en relation avec le bois, par le fait que les poteaux résonnent avec les arbres qui sont situés juste derrière, par la chaleur du bois qui est brûlé, tout ça nous met en relation autrement avec ce qui nous entoure et nous encourage à le faire exister pour nous et donc à en prendre soin. Donc là, vous avez juste le plan de ce bâtiment. Et en fait, je trouve que, en ce sens, John Caminada, il rejoint l'hypothèse de David Abram que je vous ai mis là. C'est seulement, que je vous ai pas mis là. Ouais, j'en ai mis une autre, mais c'est pas grave. C'est seulement à l'échelle de nos interactions directes, sensorielles avec ceux qui nous entourent, que nous pouvons de manière appropriée discerner les besoins urgents du monde vivant et leur répondre. Sous l'emprise d'une masse d'abstractions, notre attention mobilisée par une foule de technologies de fabrication humaine qui ne nous renvoient qu'à nous-mêmes, il ne nous est que trop facile d'oublier notre appartenance charnelle à la matrice plus qu'humaine de sensations et de sensibilité. Donc est-ce qu'une architecture peut nous permettre de démobiliser notre attention, pour nous permettre de revenir à une appartenance charnelle, à une matrice plus qu'humaine de sensations et de sensibilité, et donc d'en prendre soin? C'est l'hypothèse que j'avais envie de formuler à partir de cette thématique de l'atmosphère. Je vous propose qu'on fasse une petite pause si vous avez des questions ou des points sur lesquels vous voudriez que je revienne, ou je suis passée trop vite, ou si vous voulez que je résume ce que je sais que c'est un peu dense, mais... Est-ce que vous voyez comment le choix d'une atmosphère est politique au sens que j'énonçais dans l'introduction? Ouais. Alors, est-ce que vous voyez comment le choix des images dans un processus de conception peut être lui aussi politique? Est-ce que les images que convoquent parfois les concepteurs au cours du processus de conception, est-ce qu'elles sont seulement une mobilisation des souvenirs personnels du créateur, ou est-ce qu'elles peuvent aussi condenser les traces du conscient et de l'inconscient des cultures?
pour inscrire l'architecture en tant qu'acte collectif au sein d'une société? Est-ce qu'elles peuvent nous aider à tisser des relations d'attachement et de soins au milieu dans lequel nous vivons et participer à transformer certains des rapports de force qui structurent pour l'instant nos existences? En fait, est-ce que les images peuvent nous faire la même chose que les atmosphères telles qu'on vient de le voir? Pour ça, je vais revenir sur des architectes qui ont beaucoup parlé d'images au début de leur travail. C'est Herzog et de Meuron dans les années 80. Et en fait, ces architectes disaient, il n'y a plus de tradition, on ne peut plus construire à partir de la tradition. Donc on va aller chercher des images qui nous émeuvent, qui nous parlent, qui nous font faire projet, pour les réinjecter dans nos réalisations architecturales. Et puis, ils donnent des exemples d'images associées à des situations qui leur parlent. Par exemple, les architectures des banques et les costumes de managers ne disent pas la même chose à différentes époques. Il ne s'agit pas d'une tradition, mais on va pouvoir les regarder pour faire une autre architecture aujourd'hui. Donc ces images, il l'explique, hein, c'est une volonté de faire une rupture avec l'histoire de l'architecture telle que leur a été enseignée. Et c'est faire ressurgir des souvenirs personnels, des émotions associées à des choses, comme ici les costumes de manager ou l'architecture des banques. On est en Suisse, donc forcément on va regarder l'architecture des banques. Pas forcément. On est appelé à regarder plus l'architecture des banques. Et comment ces images, en fait, leur permettent de travailler autrement, de retrouver des processus de conception qui s'appuient sur quelque chose. Ce quelque chose, c'est les images. Que pouvons-nous faire d'autre, à part porter en nous ces images de la ville ou des architectures préexistantes, des formes des bâtiments, des matériaux, des bâtiments, l'odeur de l'asphalte et les gaz d'échappement des voitures et de la pluie, et d'utiliser nos réalités préexistantes comme un point de départ et construire notre architecture en analogie picturale. L'utilisation de ces analogies picturales, leur dissection et leur recomposition en une réalité architecturale est un thème central dans notre travail. Il y a même des critiques d'architecture de l'époque qui disent en fait c'est l'apparition de l'architecte artiste qui va chercher les images qui l'a touchées pour les réinstaller, les instaurer dans des bâtiments qu'il est en train de concevoir. Par exemple, on peut prendre ce bâtiment qui est l'immeuble de logement Schwitter. Il s'inspire d'un bâtiment d'Auguste Perret, de l'écriture architecturale d'Auguste Perret. Mais en fait, il ne fait pas du tout référence à la logique constructive d'Auguste Perret qui distingue une trame avec un remplissage. Ce n'est pas du tout cette idée-là qu'ils ont envie de réinterroger. C'est plutôt le fait d'avoir un rythme régulier des éléments en façade va produire avec la forme courbe une image particulière du bâtiment, un effet cinétique. Donc ils vont chercher Perret parce qu'une image de façade leur a parlé et ils la réinvestissent dans un bâtiment, indépendamment de ce que faisait Perret. Ils le disent d'ailleurs, qu'est-ce que le projet doit à Auguste Perret? Pas la courde évidemment, mais la façade en soi, son expression. Nous avons utilisé un élément stylistique pour exprimer quelque chose d'autre, c'est un détournement. En fait, Perret ne compte pas dans l'histoire. Ils le disent très clairement, en fait, c'est cette image qui les a touchés, eux, et qui se disent... Dans leur histoire. Dans leur histoire, et pas dans l'histoire de l'architecture, dans leur histoire, et qui réinvestissent dans le bâtiment parce qu'ils pensent qu'à ce moment-là, ça va leur permettre de créer un nouveau bâtiment. C'est vrai aussi dans le bâtiment Ricola. L'avantage de l'image qui va nous aider à faire un bâtiment, c'est qu'elle peut sortir du monde architectural, on peut sortir des références à des bâtiments du passé. Et là, c'est l'image plutôt à la fois de l'empilement de couches calcaires, parce que ce bâtiment est situé dans une carrière et que derrière, il y a des couches calcaires comme ça. Et c'est aussi l'image des bois mis à sécher en Suisse, vous savez, sur des carrelets avec des écarteurs qui fait que le vent passe. Ils réinvestissent cette image dans cette façade d'un bâtiment pour Ricola. C'est pas du tout l'idée du poids et de la masse qui les intéresse, parce qu'en fait, c'est une architecture très légère en fait, de façade où les panneaux sont juste suspendus sur une petite structure comme ça. Mais ce qui les intéresse, c'est le réinvestissement, l'image de la carrière. Pourquoi l'image de la carrière? Parce que derrière, il y a une carrière, parce que dans l'environnement, il y a ces empilements de bois et qui vont faire référence à ça, mais parce que ça les a touchés, eux. Et il y a Roger Diner qui fait le parallèle entre cette réflexion et la condition de l'art moderne, la disparition du sujet et l'apparition de l'artiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'artiste architecte qui fait des liens par rapport à ce qu'il a vécu lui, et il engage sa sensibilité à lui dans les images qu'il choisit et la manière dont il les met en œuvre dans une architecture. Donc en fait, l'image, elle est vraiment issue de souvenirs personnels. Pour l'instant, vous allez vous dire, où est-ce qu'on va?
Mais vous allez voir après comment on peut faire autre chose avec les images et ça permettra de mieux comprendre ça. Il y a un autre architecte qui fait appel aux images, c'est Valerio Olgiati, qui a constitué ce qu'il appelle une autobiographie iconographique qu'il a diffusée à plusieurs occasions. Et il nous dit, en fait, ces images, elles sont importantes, elles sont stockées dans ma tête, et quand il conçoit, elles ressurgissent dans des bâtiments, parce que ça forme son univers personnel, en fait. Ces images, c'est son univers personnel qu'il va réinjecter dans ses projets. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, la démarche est très ambiguë, parce qu'il dit « Ce serait naturellement préférable de réussir à me détacher de ces images et des traditions qui m'ont été inculquées. Et si mon architecture devenait non référentielle et complètement indépendante. » Donc il voudrait se débarrasser de toutes les traditions et des images du passé. Mais en fait, il voit bien que c'est impossible parce qu'il est constitué par ces images. C'est des fantômes qui reviennent tout le temps, en fait, ces images. Donc à un moment donné, ces fantômes, il les met. Il les met à jour pour pouvoir peut-être pas les subir, en fait, avoir un peu de prise sur elles. Mais ces images, c'est son autobiographie iconographique. C'est comme ça qu'il l'appelle. On est dans quelque chose d'assez similaire à Herzog et de Meuron. Ce sont les images qui lui ont parlé, qui constituent son autobiographie iconographique, et il va faire projet à partir de son autobiographie. Je voudrais maintenant vous montrer, je reviens sur Caminada, je voudrais pas que ça fasse toujours l'effet ping-pong, c'est pas eux font mal, Caminada font bien, c'est plus comment on pose les questions dans l'aller-retour entre les deux. Caminada fait quelque chose de très différent, il dit « je cherche l'image derrière l'image ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, c'est qu'il dit, au commencement, il y a toujours des images que j'essaye de comprendre, donc au commencement des projets. Mais pourquoi il va chercher des images? Parce qu'il considère que l'humanité se sédimente dans ces images. Qu'en fait, ces images, ce n'est pas ses souvenirs à lui, c'est la trace de choses qui constituent les êtres humains. Et donc, en allant chercher des images, il ne va pas chercher son imaginaire. Il va chercher l'imaginaire de l'humanité. Je finis ça et je laisse la place pour les questions. Donc, en fait, c'est des symbolisations collectives qu'il cherche à travers ces images. C'est des sédiments mnésiques de l'humanité ou de la communauté pour laquelle il va construire. Donc, d'un seul coup, les images, c'est pas moi, architecte, je suis sensible à cette image et je la mets dans le projet pour faire projet. C'est je construis pour la collectivité des êtres humains et pour une communauté un peu particulière. Quelles sont les images qui animent les êtres humains en lien avec le thème sur lequel je suis en train de travailler et que je pourrais réinvestir dans le projet pour que ce projet porte des valeurs humaines? Est-ce que vous voyez la différence entre les deux approches? Dans les deux cas, on travaille avec les images, mais d'un côté, c'est quelque chose d'autobiographique, de l'autre, c'est quelque chose qui cherche à comprendre ce qui constitue l'humanité et comment l'architecture va s'intégrer dans cette humanité. Et donc c'est en ça qu'il dit « je cherche l'image derrière l'image ». Ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'image en elle-même, c'est ce qu'elle nous dit de ce que les êtres humains voient dans les images quand ils produisent des images. Et par exemple, là, il est amené à faire une tour d'observation et il cherche d'abord, c'est quoi une tour dans l'imaginaire de l'humanité? Puis la deuxième question, c'est comment faire une tour qui ne soit pas un instrument de domination? Il va chercher des images de tours pour comprendre comment la tour incarne pour l'humanité souvent une domination sur ce qui nous entoure. Et comme il fait une tour d'observation, il va essayer de chercher des tours qui ne soient pas des instruments de domination et comment on fait forme architecturale pour être dans un autre rapport à ce qui nous entoure. Et je vais vous donner un exemple de bâtiment où l'image qui va le porter, c'est l'image de l'homme qui marche, de Giacometti. C'est une photographie. Là, c'est son carnet, en fait, pour faire la tour, tir par tourne, donc la tour du parc animalier de Goldau. Et il met sur la couverture cette image-là. Pourquoi? Il doit faire une tour d'observation. Et il ne veut pas que cette tour d'observation, ça soit un objet de domination, qu'on monte, non pas pour voir et entrer en relation avec ce qui nous entoure, mais pour dominer ce qui nous entoure. Et en fait, il va chercher une figure verticale qui est l'homme qui marche. Or, chez Giacometti, quelle figure de la fragilité de l'être humain dans cette sculpture? Donc l'image qu'il va choisir, c'est une image qui incarne l'image de la verticalité, mais de ce qu'elle a de fragile et de ce qu'elle a en mouvement. Pour faire une tour, en fait, vous voyez, qui marche. Alors la photo ne le rend pas très bien, mais je n'ai pas réussi à faire des photos qui expriment vraiment ce qu'on ressent quand on est dans le parc. Mais en fait, on a l'impression, non pas que c'est une tour dans laquelle on monte, et on va regarder le paysage comme ça, on a l'impression qu'on va marcher vers les choses qu'on est en train de regarder.
elle est animée dans ses formes d'un mouvement. Et donc l'image, c'est celle, moi en tout cas j'y vois, alors là je dis moi j'y vois, une sorte de recherche d'un autre contrat, d'un autre pacte avec ce qui nous entoure. Je monte plus pour vous regarder et de vous dominer, j'essaye d'aller vers vous. Je dois quand même être dans une figure de verticalité parce qu'on m'a demandé une tour où on voit ce qui se passe autour, mais je vais essayer de faire en sorte d'intégrer dans cette verticalité quelque chose qui transforme la relation. On n'est pas dans une structure verticale, en fait, on est dans une structure en mouvement qui va vers l'autre, qui va vers ce qui nous entoure. Donc là, vous avez le passage entre les deux jambes de ce bâtiment. Et en fait, là, il n'y a pas d'image, mais je trouve que ça dit un peu la même chose. C'est une autre tour d'observation à Urnersee, qui est intéressante aussi parce que là, l'architecte parle de chair pour qualifier ces 4 balcons. Vous voyez, il y a 4 balcons dans les 4 directions cardinales. On les voit aussi ici. Et en fait, il parle de chair. Et donc là, c'est mon interprétation, mais la chair, c'est l'endroit où le prêtre va parler à la communauté des croyants. Là, d'un seul coup, c'est nous qui sommes sur une chair. Et on regarde les 4 directions du paysage, c'est-à-dire pas seulement la belle direction du paysage, mais les 4 directions, c'est-à-dire aussi la vue sur l'autoroute. Parce qu'en fait, l'autoroute, c'est aussi elle qui fait paysage, c'est aussi notre intervention dans le monde, c'est aussi elle qui constitue ce lieu et qui nous permet même d'y arriver. Donc il nous rend visible cette autoroute, comme il nous rend visible le lac qui est de l'autre côté, et il nous met dans la position du prêtre qui est appelé à dialoguer avec tout ça. Alors ça reste une structure de domination, il est en haut, il regarde ça, mais il invite à regarder tout ce qui nous entoure et pas seulement la belle vue pour laquelle on a fait toute la route. Mais on a fait toute la route parce qu'il y a l'autoroute. Et donc on la montre aussi. Et donc j'ai l'impression qu'avec ce travail-là, il essaye de changer les matrices d'interprétation qu'on a du monde pour nous inviter à prendre soin de ce qui nous entoure. Et je voulais vous le montrer à travers ces images. Donc il y a des images qui nous nourrissent comme architectes en tant qu'individus qui avons été touchés par des images. Elles forment notre autobiographie et on les réinvestit dans des projets. Mais on peut aussi chercher dans les images ce qu'elles disent de l'humanité et comment on va essayer d'accompagner l'humanité à travers ces images qu'elle a produites en les réinvestissant autrement. Je ne sais pas si cette question des images comme des atmosphères, vous voyez le lien avec la fabrique du sensible. Oui. Moi justement, j'essaie de comprendre le fil en partant du début. Oui. C'est intéressant, mais comment on passe de début d'action politique en disant l'architecture c'est un acte politique. Oui. C'est un agir, ça je comprends. Et c'est en fait comment on passe des atmosphères qui sont pour l'expérience sensible. L'image, c'est l'expérience sensible qui renvoie à ce sensible-là collectif. Et du coup, c'est un peu comment on passe de juste cette perception. Vous dites, moi j'y vois ça. Il y a un peu de truc de, en fait, comment on passe du contempler à l'agir. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu je sais pas comment, j'arrive pas à faire le lien avec le côté politique du début. Ok. Alors l'idée politique, je vais essayer de le reformuler autrement, c'est que ce qui est politique pour Jacques Rancière, c'est la manière dont on transforme nos sensibilités. Et à partir du moment où on transforme nos sensibilités, on va agir autrement. Et c'est ça aussi qui est politique. Et donc, si l'image, elle nous invite à regarder, à sentir la tour qui a été construite comme un homme qui marche, comme un être humain qui marche, et pas comme une structure de domination, alors politiquement, ça ne construit pas la même chose dans le rapport à ce qu'il y a autour de cette tour. Est-ce que changer le regard des gens sur... Voilà, sur ce qui les entoure. Ça transforme l'hypothèse, tu vois, pour moi, c'est que à travers tout ce qu'on met dans l'architecture, comment dire, ça influe sur la manière dont on... Je vais venir tout de suite à la conclusion, et je reviendrai sur la conclusion après. Mais en fait, je me dis qu'on pourrait considérer l'architecture, alors il ne s'agit pas de donner une nouvelle définition de l'architecture, mais comme un dispositif de mise en relation. Et dès que tu crées du relation, tu es dans le politique. Et ces relations, elles sont à la fois fonctionnelles et sensibles. Elles fabriquent du sensible. Pour reprendre cet exemple de la tour, quand tu es là-haut et que tu es invité à voir les 4 directions du paysage, tu es invité à te rendre compte que tu peux bénéficier de cet espace naturel parce qu'il y a une autoroute qui permet d'y accéder. Et ça, politiquement, ça pose des vraies questions. Est-ce qu'on doit construire des... Alors, l'autoroute ne sert pas qu'à aller à cet endroit-là. Mais nous, êtres humains, qui prétendons avoir envie de contempler des espaces naturels, on est capable à certains endroits de les dégrader pour faire passer une autoroute.
Et l'hypothèse que je fais, c'est qu'en faisant cette tour, c'est ça qu'il nous dit en fait. Il nous dit, bah, nous, êtres humains, on fait des kilomètres pour aller consommer un beau paysage. Donc, qui est, si je suis là, je regarde le beau paysage. Mais pour construire et être capable de voir ce beau paysage, je dois avoir conscience que c'est parce qu'il y a l'autoroute. Et qu'on est capable de faire aussi l'autoroute. On est capable de préserver le beau paysage et d'aller le voir. Et on est aussi capable de faire l'autoroute qui, entre guillemets, dégrade l'écosystème qui me permet d'accéder à ce lieu. Et en fait, quand je dis que l'architecture est politique, c'est qu'il essaye de faire en sorte que son architecture nous dise ça. En basant l'architecture sur le sensible, oui. Elle permet de... c'est une architecture critique sur ce qui se fait. Oui, et qui nous invite à faire plus attention à ce qui nous entoure. Mais je vous montrerai un autre exemple où il fait ça aussi, de dire, mais si je vois l'autoroute, je suis plus attentive à ce que ça crée dans le paysage. Alors que peut-être que si on avait fait une tour plus conventionnelle, on serait dit, bah, ce qui est beau, c'est le lac. Donc on monte et on fait un balcon sur le lac. Et lui, il dit, non, il y a des choses que vous appréciez regarder, qui est ce lac préservé, mais en même temps, l'être humain, il n'a pas décidé de préserver la montagne de l'autre côté. Prenez-en conscience. Et dans cette prise de conscience, l'espoir, et c'est ce qu'il dit dans une citation, c'est qu'on soit capable de prendre notre responsabilité sur notre environnement. En voyant ces choses-là autrement, on soit capable de se dire qu'on a une responsabilité. Et donc on puisse avoir une approche écologique. Et c'est pareil pour les atmosphères. Quand dans la maison forestière, ils transforment l'atmosphère pour qu'on ait l'impression d'être dans la forêt, c'est pour nous faire prendre conscience de l'atmosphère de la forêt et de ce qui la constitue et de ce qu'il faut préserver pour que cette atmosphère soit préservée aussi. Nous mettre en lien, nous faire, alors je ne sais pas si le mot communier est juste, mais nous faire entrer en relation avec cette forêt autrement. Il pourrait, par exemple, quelque chose qu'il dit souvent, cet architecte-là, c'est il ne veut pas faire de fenêtre panoramique, parce que la fenêtre panoramique, elle décide de ce qui est beau et de ce qu'il faut regarder. Ça fabrique un certain sensible. Tu vois, si par exemple ici, je fais une fenêtre où je décide de monter que le sommet de la montagne, je fais un tableau sur la montagne et j'oblitère complètement le fait qu'avant d'arriver à la montagne, il y a un certain nombre de constructions humaines et qu'elles me permettent d'aller jusqu'à la montagne. Elles me permettent de vivre ici et d'aller me promener en montagne. Il montre tout ce qu'il y a sous nos yeux pour nous faire prendre conscience que tout ça constitue notre environnement et pas seulement un beau tableau cadré sur la montagne. Est-ce que ça te paraît un peu plus clair ? Ouais. En gros, le but, c'est un petit peu à la fin, que nous, demain, on part du sensible pour reconnecter avec le tout, habiter le monde en général. On part des images, des atmosphères, parce qu'elles sont anhistoriques, justement, de ce côté-là. Est-ce que c'est vers ça qu'on est ? Le but, c'est de comprendre, pour moi, le but, c'est de comprendre que dans les questions écologiques, il y a à faire attention aux matériaux biosourcés, géosourcés, etc. Mais de se rendre compte aussi que dans les formes architecturales elles-mêmes, les atmosphères, les images, il y a des enjeux écologiques qui sont fragiles, qui sont difficiles à expliquer, mais qui, à mon avis, sont quand même importants et qu'on ne les oublie pas, en fait. En tout cas, moi, si je fais ça, c'est vraiment pour ça, de se dire, on est aussi des êtres sensibles, et on n'est pas que des êtres rationnels qui allons calculer le fait de faire une architecture avec le moins d'émissions de CO2 possible. Oui, c'est important, mais si on fait que ça, en fait, on peut faire des boîtes carrées en bois, sans relation avec le dehors, qui sont super économes en émissions de CO2, très bien isolées, très compactes, mais en fait qui nous enferment dans une relation au monde où on ne voit pas ce qui se passe autour et on n'est pas capable d'en prendre soin. Je suis dans un exemple volontairement très caricatural, mais pour dire, tiens, si on revenait aussi à des choses qui sont aussi au cœur de nos pratiques, pour voir qu'elles sont aussi écologiques, dans un sens ou dans l'autre, ou anti-écologiques. Peut-être pour compléter, oui. Enfin, c'est vrai que c'est dense et que tu fais des liens entre... Mais ce que je trouve, Esteban, c'est que j'ai l'impression que tu tentes de non pas faire la preuve, parce que tu as dit en préambule que tu ne cherchais pas la preuve justement, mais de montrer la nécessité de l'architecture en fait, au-delà du calcul, du label, parce qu'effectivement quand on parle d'écologie que par la matière et la ressource, les ingénieurs le feront à notre place bien mieux que nous, et l'intelligence artificielle encore plus. Et là, ce qui est en fait très très tentant, on a vraiment envie de te suivre, c'est que tu démontres que la dimension sensible par la perception, en fait, elle est indispensable pour ouvrir les yeux sur le monde. Oui. Donc
l'architecture est indispensable. Il y a une vraie nécessité, encore aujourd'hui, dans ce monde où il faut plus carboner, voilà. Donc je trouve que c'est hyper intéressant pour ça. Et j'ai d'autres remarques, mais peut-être que ça viendra plus tard. D'accord. Juste pour compléter, puis après je laisse la parole à Marine. Et j'ai mis image, composition en plan et atmosphère. J'aurais pu en prendre 15 autres. J'ai pris ceux-là parce que j'avais envie de parler de ceux-là. Mais je pourrais parler des fenêtres, la manière dont on fait une fenêtre, par exemple, qui serait aussi importante que l'image, l'atmosphère. Donc j'ai pris ces 3-là. Je pourrais m'arrêter là, en faire 15 autres. Oui, il y avait une question de Marine. Moi, j'ai une question sur les images et la façon dont Jama Kaminadé va choisir ces images. Est-ce que ça, le choix des images qu'il estime collectives et qu'il estime faire appel à un imaginaire collectif, il le rend intelligible ou pas? Parce qu'en fait, c'est déjà un choix politique. Et donc, du coup, là où on peut penser... Enfin, je rejoins un peu la... Je sais pas si c'était une critique, mais je rejoins un peu la critique sur Odjati qui... en fait fait appel à un référentiel qui lui est très personnel, qui est autobiographique, et donc il vient imposer un peu son référentiel politique dans ce qu'il fabrique. Il a au moins le mérite, on va dire, de le rendre intelligible, là où parfois dans une démarche un peu généreuse, où on veut tenter de faire appel à un imaginaire collectif, on efface un peu le fait de faire un choix dans ces images, et donc on efface le fait de dans ce choix d'imposer une forme de politique et de rapport au monde. Et du coup, comme on parlait de cadre épistémologique au début avec Jacques Rancière, je trouve que c'est une... Enfin, je m'interrogeais un peu là-dessus sur est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'honnêteté dans... Enfin, comment est-ce qu'il traduit cette honnêteté dans le choix des images auxquelles il fait appel? Oui, et c'est là que c'est des questions en tout cas, qui sont assez complexes. Moi, j'ai tendance à considérer les architectes plutôt comme des artisans. C'est-à-dire, comme je considère, par exemple, à côté de chez moi, il y a une jeune femme qui a créé un endroit pour faire des graines. C'est elle qui l'a créé, des graines reproductibles et semencières, ça. C'est elle qui l'a créé. Et en fait, si elle n'est pas là, le processus ne se crée pas. Parce que ça reste porté par des personnes et des individus qui, à un moment donné, se retrouvent en responsabilité dans leur métier. Et je trouve que c'est difficile. En fait, la frontière est très difficile entre, à un moment donné, je prends la responsabilité de construire pour les autres, je construis avec les autres, ou je me dédouane de tout acte poétique, j'ai envie presque de parler de poésie, pour être sûre de ne pas imposer mon point de vue. Dans ma société idéale, tout le monde dans son métier fait des choix poétiques. Et donc l'architecte comme les autres, en fait. Et à un moment donné, on lui fait confiance. Je vois bien toutes les critiques, etc., qu'il peut y avoir là-dessus. Mais pour moi, j'ai la chance d'être entourée de gens qui font des choix comme ça, qui sont généreux pour les autres, et qu'on peut contester, mais en fait, on peut aussi ne pas faire appel à eux si on considère qu'ils nous représentent mal, ou qu'ils représentent mal les intérêts qu'on a envie de voir porter dans le monde. Et en fait, moi, le boulanger qui choisit de travailler avec des farines locales, broyé dans un moulin qui est complètement exemplaire, si j'adhère à sa démarche, je vais lui demander de faire mon pain et je vais aller l'acheter. Alors l'architecture, c'est plus compliqué parce qu'elle s'impose beaucoup plus à tout le monde. On est bien d'accord. C'est extrêmement compliqué de trouver, je trouve, des bons équilibres par rapport à ça. Oui, c'était plutôt sur... Je trouve ça intéressant, la notion de responsabilité et du coup d'avoir aussi une responsabilité politique dans ce qu'on fabrique. Mais du coup, par exemple, dans l'exemple du boulanger, oui. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une capacité à tracer en fait la filière de ce à quoi il fait appel. Et là, c'était plutôt ça, c'est continuer dans cette responsabilité, avoir une forme d'honnêteté permettrait de tracer la filière des imaginaires en fait qui sont proposés dans ces images-là. C'est une vraie question. Est-ce que c'est important ? Est-ce que ça doit être mis à jour ? Ou est-ce que ces images, elles ne fonctionnent pas justement parce qu'elles nous travaillent à un niveau inconscient ? C'est des questions très compliquées. Et c'est pour ça que je dis j'apporte pas la preuve, parce qu'en fait, je pense qu'on n'est pas vraiment capable de le faire. Ce qui m'intéresse un tout petit peu, c'est que typiquement, entre Odjati et Kaminada, il me semble, Odjati, il parle de non-référentiel, justement, hein, d'un ensemble immense d'images qu'il a piqué, un peu presque comme, comment ça s'appelle, pas Instagram, excusez-moi. Voilà, exactement. Sauf qu'il est allé, hein, mais bon,
voilà, il se fait un gros poster avec plein d'images et vraiment il est dans cette espèce d'image pour lui, pour lui et qu'est-ce qu'il en fait. Alors que Caminada, je me demande en fait, mais c'est vachement intéressant ton analyse sur la tour là, est-ce qu'il est tant dans l'image, est-ce qu'il n'est pas plus dans cette mémoire collective du geste, de la vie ensemble, de l'artisanat, et est-ce que ça peut se réduire justement à l'image, parce que l'homme qui marche, franchement, est-ce que c'est pas un peu... Mais c'est un centième de ce qui fait le process en fait. Ouais, voilà. Ça, je mets le zoom sur l'image, mais en fait la tour, on pourrait l'aborder sur la question des cultures constructives locales, de même que la tour, celle-ci, sur l'osier qui est tressé, qui vient, des savoir-faire de l'artisan qui est à côté. Donc c'est vrai que je mets un zoom sur un aspect du projet, je ne considère pas du tout qu'il est central. Et chez Caminada, l'image est importante, mais elle n'est pas centrale non plus. Est-ce qu'il n'est pas justement positionné un peu loin de cette culture de l'image, justement, qu'il s'approprie? Oui, mais il fait quand même un carnet de 50 pages où il colle toutes les images. Et quand on va dans son agence, alors je ne sais pas la nouvelle, mais l'ancienne, il y a un mur avec plein d'images. Si, c'était ça aussi, ouais. Dans l'école. Ouais. Donc je crois que ça joue quand même un rôle. Mais c'est pas que ça. En fait, c'est juste extrêmement complexe. Et on peut pas réduire, de même qu'on ne peut pas réduire le travail d'Olgiati à son autobiographie iconographique. Parce qu'en fait, il y a 1000 autres choses qui nourrissent sa démarche et son architecture non référentielle. Donc je mets un peu un zoom de manière artificielle, mais c'est pas que ça. De parler de ces images collectives, du coup, est-ce que ça suppose qu'il y a une forme d'image un peu universelle qui existe, ou est-ce que justement on n'est pas plutôt dans une forme d'appropriation par chacun Enfin, j'imagine que cette tour en fait, de Caminada, peut-être qu'elle peut envoyer sur 100 personnes à 100 perceptions un peu différentes. Complètement, et on voit, il a dans un texte, il dit j'essaye à la fois de dialoguer avec le local et l'universel, donc d'essayer de parler aux deux en même temps, quoi. Il y a un peu du coup de dialoguer avec ce que vous appelez l'autobiographie iconographique de chacun, du coup, plus que du collectif. Oui, mais c'est là que... Comment dire ? Ça pose beaucoup de questions, effectivement, sur l'acte de l'architecte dans la société. Si on le prend comme ça, l'architecte fait des actes où, à un moment donné, il est en responsabilité, il engage sa sensibilité, que ce soit avec des images collectives, des images individuelles, et c'est un geste qui peut être un geste de pouvoir, finalement, dans la société. Mais en fait, le médecin, c'est pareil. En fait, si on regarde la plupart des métiers, on est dans cette situation où on fait confiance à l'autre pour faire des choses. Et la potière à qui je vais demander de faire des... Le charpentier. Oui, le charpentier. La personne qui décide de monter une filière de construction de briques de terre crue et qui décide de la taille de la brique, mais cette taille de la brique, elle va impliquer derrière qu'on peut faire ou pas des chantiers participatifs avec parce qu'elle est lourde ou trop lourde ou seulement manipulable par des gens très costauds et pas par quelqu'un qui serait moins fort et qui voudrait quand même construire avec cette brique. Donc c'est vrai que c'est des questions extrêmement complexes et jusqu'à quel point on arrive à prendre en considération tout ça. Oui, Mathias ? Je crois que ça reboucle un peu avec la question du départ, dans le sens où tu as démarré ta conférence en disant, en rappelant que la politique, c'était pas que droite, gauche et des partis politiques et des élus et représentations. Et il y a un niveau supplémentaire finalement qui, je pense, se jouait un peu peut-être dans cette incompréhension de ces beaux objets et en quoi c'est encore politique, parce qu'en architecture, on a dans les écoles d'architecture l'habitude encore d'entendre en lien avec politique, l'engagement politique, où il y aurait des sujets politiques. Oui. Ah, tu comprends, c'est un architecte engagé, il fait du logement social, puis à l'agence, ils sont tous payés au même salaire, et puis je sais pas quoi. Oui. Donc lui, il est... Et ce que tu rappelles, et encore bien, je trouve, à toutes tes réponses, c'est à quel point tout est politique. C'est ça, oui. À un autre niveau encore, chaque choix du partage du sensible, du choix des images, du choix des responsabilités et des engagements. Tout ça est politique et construit différents mondes, même si c'est infra, si c'est symbolique, et construit des rapports de force, des imaginaires, Et il n'a pas fait, je pense qu'il n'a pas fait de participation, par exemple, je suis à peu près sûre qu'il n'a pas fait de participation pour l'internat d'Isentis, en demandant aux jeunes filles ce qu'elles avaient envie. Mais je sais qu'il s'est imaginé jeune fille dans cet internat, et je pense même qu'il a projeté ses expériences de vie, de contrôle social de où il vit, comment on constitue une société sans faire contrôle social. Je pense que c'est son thème, en fait, dans l'internat que je vous ai montré. Et je me tords quand même, parce que
tu t'adresses à des étudiants de Master 1 qui ne connaissent pas forcément Oui. tous ces architectes même. Avec les étudiants, il y a 2 ans, on en a vu beaucoup, une grande partie, mais je ne sais pas si tout le monde connaît tout ça. Donc c'est vrai que de parler de Zumthor, ça interroge forcément, et j'imagine qu'il y en a peut-être que ça a un peu choqué. Mais c'est bien, parce que comme ça, ça fait poser des questions, ça fait peut-être creuser un peu le sujet. Et donc pour juste un peu tout creuser, moi quand je suis allée à Aldenstein la première fois, il y a très longtemps, il y avait juste la maison atelier de Zumthor. Il y avait mis son agence, mis sa maison en béton, il y avait vraiment tout ce bâtiment-là. Et dans ce petit village qui était encore agricole, hein, je parais très vieille, mais ça s'est beaucoup transformé très vite en 30 ans. Quoi. Et je voulais juste dire que c'était très politisable aussi, ce projet de petite maison atelier dans ce village-là. Et la maison de retraite, on a parlé aussi, et je crois que peut-être que c'est lié au programme, ou peut-être que c'est aussi lié à la dimension du star architecte, comment on fait quand on devient une star, parce que la maison de retraite de Masson, il y avait justement cette image collective, le parquet, les laisses brutes, comme chez les gens, le banc, le meuble, enfin voilà, je voulais le dire aux étudiants. Oui. Et pour le dire autrement, j'ai bien conscience d'être dans une vision, de projeter une vision un peu caricaturale, en allant chercher des objets un peu qui permettent de poser des questions. Mais n'oubliez pas que ces objets posent des milliers d'autres questions, et que, en fait, c'est plus un prétexte à penser qu'une réalité de l'objet, pour le dire autrement. C'est plus une manière de se dire, quand vous faites ça, essayez de réfléchir à ce que ça peut produire, ou d'où est-ce que ça vous emmène, ou c'est quoi les présupposés que vous interrogez pas nécessairement en faisant ça. Oui. Ouais, et juste, est-ce que Caminada, il te parle de Rossi ou pas du tout? Est-ce qu'il est convoqué jamais? Je sais qu'une fois on en a parlé, mais pas comme quelque chose. J'avais l'impression que l'ombre, elle est un peu sur tous les autres. Elle est sur tous les autres. Ouais, mais je sais pas, est-ce que c'est... La différence, c'est que lui, il n'a pas fait ses études à l'ETH à la même période. Il a commencé comme architecte avec une formation de charpentier, ébéniste, etc. Et il a fait une post-formation alors qu'il était déjà engagé comme architecte, et pas du tout une formation de 5 ans comme les autres. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a aussi un rapport particulier à son milieu. C'est parce qu'il a commencé les mains dans le concret et le réel de son village, et pas par regarder à distance l'architecture, en fait. Ce qui produit aussi une autre forme de conscience de son rôle dans une société. Est-ce que vous avez encore la force pour que je continue? Bien sûr. Ça va? Je vous ai pas... Avec la tour, j'ai commencé à parler d'organisation en plan. Est-ce que les organisations spatiales et les fondements symboliques qui les sous-tendent, est-ce qu'ils peuvent être le support de nouvelles pratiques sociales et engager d'autres relations de participation avec les êtres et les choses qui nous entourent? Allez, à nouveau, Caminada, Olgiati. Olgiati ici, Caminada ici. Toute proportion gardée, et en ayant conscience que je vais faire là à nouveau un peu dans la caricature, vous voyez 2 carrés déformés en plan qui sont redécoupés. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que les gestes politiques, en tout cas les gestes qui les fondent, ont des conséquences politiques ou des sous-bassements politiques très différents. En fait, si on prend cette école de Paspel, donc c'est une école avec ses 4 salles de classe et vous voyez son espace commun, on est de l'ordre du concept constructible. Concept constructible, c'est une expression que j'emploie à Roger Diner. C'est juste pour vous dire que ce n'est pas Valerio Olgiati qui parle de ça. Mais ce qu'il nous dit, en fait, et là je cite Valerio Olgiati, le principe de ce projet repose sur la distorsion du plan de base à l'origine orthogonale. Toutes les régularités existantes sont le résultat généré par ordinateur de ce geste architectural unique. Donc on décide de faire un carré, on divise avec une croix, et après par informatique, on va faire une déformation de 5 degrés qui va s'appliquer à la fois à la forme extérieure du bâtiment et aux espaces de circulation pour générer donc cette forme que vous voyez ici. Donc cette chaîne de décision, elle repose sur une opération conceptuelle et logique en fait. Je prends le carré, je le déforme et le plan va se générer par la déformation du carré. L'idée, c'est de faire une transformation de la perception de l'espace. Et là, il y a Jacques Lucan, critique d'architecture, qui dit
Il appelle ça une spatialité texturée. La répétition de dispositifs et leurs modifications successives, les divergences qui peuvent sembler imperceptibles mais produisent une variété de réactions en chaîne, donnent ainsi à cette école une propriété que je qualifie de spatialité texturée. Cette spatialité fournit l'occasion d'adopter plusieurs points de vue tous différents, impossibles à localiser dans un système d'axes orthogonaux, produisant une variété de perspectives. Alors ça peut paraître un peu compliqué cette citation, mais en fait ce qu'il veut nous dire c'est que en brouillant notre perception habituelle de l'espace, on va générer des expériences architecturales par l'organisation en plans qui vont créer des raccourcissements de perspectives, des accélérations de perspectives. Et comme il reproduit surtout sur les deux étages supérieurs, une symétrie, on va être brouillé, on va un peu se perdre entre les deux étages parce qu'ils sont un peu similaires mais en même temps un peu différents. C'est presque une expérience de la désorientation qui est produite à l'intérieur de ce bâtiment. Et donc, l'architecture, elle est voulue par Valerio Guglielmi comme non référentielle, c'est-à-dire ne faisant référence à rien d'autre qu'une pensée. D'ailleurs, on y entre, en fait, vous ne le voyez pas, mais c'est l'extension d'une école existante. Sauf que le lien avec l'école existante, c'est ce souterrain qui arrive. Parce qu'il ne faut pas altérer finalement la forme de cet objet qui est fondé sur une opération conceptuelle, qui fait un carré déformé, qui de l'extérieur, c'est comme une sculpture en fait, qui produit des déformations, qui interrogent notre rapport dans l'espace, qui interrogent le paysage, parce qu'on sent quelque chose d'un peu bizarre quand on est à côté, et puis à l'intérieur, c'est aussi une expérience de la désorientation, de l'accélération de perspective, etc., etc. Alors si l'écologie est la science des relations, pour le coup, les relations sont assez faibles avec ce qui l'entoure. Je ne parle pas des questions du béton, etc., mais les salles de classe, en fait, sont des 4 directions parce que le concept conduit à les mettre chacune à un angle, etc., etc. Je reviens ici à l'internat Disentis de John Caminada, dans lequel on avait vu les petites niches en béton. Ici, en fait, on a aussi une opération de découpage, de déformation du carré. Mais déjà, pourquoi on a un carré ? C'est parce que dans l'environnement immédiat de ce village, on a des grosses bâtisses carrées qui sont des maisons familiales, des maisons historiquement très grandes et sous format carré qui ont un peu la même dimension. Donc il reprend le carré parce que c'est une figure typologique qui existe dans cet environnement proche. Pourquoi il le déforme ? Parce qu'il est dans un environnement un peu contraint. Et donc pour jouer avec ce qui est autour, j'ai oublié de vous mettre le plan masse, je m'en excuse là maintenant. Parce qu'il faut que ça rentre un peu comme ça, donc ça se déforme un peu, mais c'est en relation avec ce qu'il y a autour. C'est pas une idée de déformer par l'ordinateur, c'est une déformation qui vient de ce qu'il y a autour. Ensuite, vous voyez qu'un peu comme Oliati fait une symétrie d'un étage à l'autre. Ici, on n'a pas une symétrie, on tourne de 90 degrés à chaque fois. Vous voyez, le U des chambres se retourne de 90 degrés. Et donc la salle commune est orientée à chaque fois dans une direction du paysage différente. Pourquoi ? Déjà, ça fait quelque chose de particulier à chaque étage. Par exemple, à l'école d'architecture à Nancy, dans laquelle j'enseigne, et qui est une école d'architecture de Livio Vacchini, en bas, on a un sol rouge, au premier étage, un sol jaune, au dernier étage, un sol bleu. On sait tout le temps où on est parce qu'il y a la couleur du sol. Et là, vous savez tout le temps où vous en êtes, où vous êtes dans le dispositif spatial, parce que vous avez une vue différente sur l'extérieur. Donc là, quand je suis dans la salle commune, je sais que je suis au premier niveau, parce que je vois l'abbaye. Là, je sais que je suis au deuxième niveau parce que je vois autre chose. Donc en fait, c'est un dispositif de mise en relation. D'autant plus que les jeunes filles, en fait, en première année, elles sont au rez-de-chaussée, au premier étage, pardon. En deuxième année, au premier étage. En troisième année, elles montent d'un étage chaque année. Ça fait quoi ? Ça fait que chaque année, elles sont mises en relation avec une dimension différente du paysage. Au bout de leurs 4 ans dans l'internat, elles ont vécu au quotidien avec une direction du paysage différente. Donc elles se sont constituées dans une relation au paysage renouvelé où elles découvrent les 4 directions de ce qui fait leur monde en fait. Donc elles sont mises en relation avec ce qui les entoure dans ces 4 années. Ce qui est intéressant aussi là je sors la question du carré et le lien avec Oliati, mais vous voyez l'escalier central qui fait la relation entre tout. C'est ça qui fait le lien entre toutes les années. Les jeunes filles de première année et de quatrième année, elles vont pouvoir se croiser dans l'escalier, qui est lieu de la rencontre, mais ça peut aussi être le lieu du contrôle social. L'endroit où on surveille chacune et chacune, pour savoir où elle va, quand est-ce qu'elle part. Un lieu qui peut aussi, quand il y a des jeunes filles plus âgées et plus jeunes dans le même bâtiment, qui peut être inquiétant. Je ne sais pas, peut-être que quand vous avez
Vous êtes en première année, vous avez un peu peur de croiser celles qui ont 4 ans de plus, etc. Donc c'est le lieu de la rencontre et du partage, mais ça peut aussi être un lieu angoissant, etc. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il met des sorties aux 4 étages. Parce que la topographie le permet, et à chaque étage, on peut sortir directement dehors. Donc ça veut dire qu'il y a l'espace de la rencontre qui est l'escalier, mais l'escalier n'est pas rendu obligatoire. Vous pouvez sortir et vous glisser directement dehors, à nouveau sans être sous le regard de quelqu'un. Donc vous voyez que la configuration spatiale, elle est complètement liée à des relations qu'on entretient avec ce qui nous entoure et des relations qu'on entretient au sein de la communauté des jeunes filles qui sont dans l'internat. Ce que dit aussi Caminada, c'est que c'est un lieu d'expérience et de formation pour ces jeunes filles, de formation de leur individualité, de leur personnalité. Et il dit que se former, c'est aussi désobéir. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est qu'aussi les garçons qui n'ont pas le droit d'aller à l'internat, et il le dit très clairement comme ça, bah, ils peuvent rentrer et se sauver s'il y a quelqu'un qui arrive et qui ne doivent pas être vus. Donc c'est aussi une configuration spatiale qui permet d'y déroger. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça met un ordre en place qui est celui de l'escalier qui relie et qui permet la rencontre avec tout le monde. Et en même temps, il permet de détourner le dispositif pour faire rentrer ce qui est censé ne pas rentrer dans l'internat. Et ça, c'est éminemment politique. C'est une organisation en plan qui est, pour le coup, consciemment, et là peut-être je réponds un peu à ta question, là c'est consciemment politique. Chez Oliati, c'est politique, mais c'est pas fait consciemment. En tout cas, ça n'a pas le même rapport à la question de ce qui fait société, en fait. C'est une autre manière qui est plutôt aller vers le monde des idées que d'aller vers la relation avec ce qui nous entoure. Le monde de l'expérience immédiate plutôt que le monde de la relation, de la rencontre avec l'autre. C'est deux manières de construire des sensibilités différentes. Et puis, je vais finir avec un dernier édifice qui est l'auberge de Valendas. En fait, c'est une extension. On est donc dans le village de Valendas. Ça, c'est l'ancienne auberge qui existait, mais qui était tombée, qui avait arrêté de fonctionner. Et ça, c'est l'extension à l'étage. Je ne vais pas tout vous dire sur le bâtiment parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais vous voyez que cette extension, elle est aussi ouverte sur les 3 côtés. Alors, il ne peut pas l'ouvrir sur le 4e parce que c'est une extension. Mais l'idée, et là, il le dit très clairement, ce n'est pas du tout moi qui fait des hypothèses. Il dit c'est comme le Parlement des choses de Bruno Latour. Le Parlement des choses de Bruno Latour, c'est de faire rentrer dans les discussions humaines les non-humains pour que leurs intérêts soient aussi pris en considération. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Caminada ? Ça peut paraître un peu abstrait, mais en fait, il nous montre dans les 3 directions du paysage ce qui fait le village. C'est la salle commune du village, c'est là qu'on va faire les fêtes pour les mariages, les cours de danse, etc., etc. Mais en fait, il nous montre tout ce qui constitue le village. Là encore, il aurait pu faire une fenêtre panoramique qui montre la montagne au loin, qui est la vue que spontanément, sûrement, on aurait privilégiée. Mais là, en fait, il nous montre une chose, mais qui est située à, si vous revoyez le plan, à 2 mètres en face, qui ne dégage pas du tout de vue lointaine. Mais qu'est-ce qu'il fait en faisant ça ? Il nous montre les gens qui nous ont précédés et qui font que le village existe. Ces gens qui ont mis en œuvre ces morceaux de bois, qui ont été découpés dans les bois, qui ont stocké du foin là, ils existent, ils sont avec nous dans la pièce. Les gens qui nous ont précédés et grâce auxquels on vit aujourd'hui, ils sont rendus visibles. Quand je vous parlais de matrice d'interprétation du monde, c'est ça. En fait, il rend visible qu'on est tout près d'une architecture qui a été faite autrement, à une autre époque, etc. Puis de l'autre côté, il rend visible les arbres et le jardin. Jardin, au rez-de-chaussée, il y a un restaurant sur lesquels, qui permet de manger, etc., etc. Donc il fait exister tout ce qu'il fait le village autour de nous, tout comme le Parlement des choses de Bruno Latour essaye de faire rentrer dans la décision politique les êtres vivants non humains. Donc c'est une manière de nous faire prendre conscience de tout ça. Et je ne vous ai pas mis la citation, mais j'aurais dû. L'idée vraiment qui anime le travail de cet architecte et que je trouve moi assez belle, c'est de dire que pour que les gens prennent la responsabilité de ce qui les entoure, il faut qu'ils soient en relation avec elles. Ils prennent conscience qu'elles sont, donc on dépend de leur existence et qu'elles sont avec nous prises dans la vie. Donc comment on rend conscient tout ce qui fait nos vies quand on est architecte ? Alors on peut le faire dans le processus de conception, dans le processus de construction, mais aussi peut-être par la manière dont on dessine des fenêtres et on construit un plan. Voilà, c'était l'avant-dernière partie. Je ne sais pas si vous avez des questions, puis après je passerai à la conclusion peut-être un peu plus vite. Oui. C'est intéressant justement la ligne de fond de la confrontation entre Oliati et Caminada, parce que moi ça me fait peur.
qu'on part de l'objet construit des sensibles, ou est-ce qu'on regarde plutôt le processus de conception et en fait lequel a le plus d'impact à la fin? Je sais pas comment dire. L'école Lotlati, c'est une école. Hein. Oui, c'est une école. Elle ouvre aussi sur le paysage. Elle ouvre aussi sur le paysage. Le paysage, on l'a vu en fait, et c'est tout à l'heure on mettait un petit peu de confrontation bien pas bien, mais du coup ça me questionne sur qu'est-ce qu'il faut vraiment prendre en compte. Après ça dépend à qui on s'adresse. On s'adresse aux architectes ou aux acteurs. Je pense que l'objet a plus d'impact sur l'acteur peut-être que sur le Oui. Et c'est vrai que les enfants qui vont faire toutes les 4 salles de classe chez Valerio Olgiati, ils vont aussi voir les 4 directions du paysage, et ils vont aussi se construire dans la rencontre avec les 4 directions. Mais c'est un peu un hasard. Enfin, je veux dire, on sent bien que la question, c'est pas de mettre les enfants en relation avec les 4 directions du paysage. L'enjeu est ailleurs. Mais peut-être que le résultat est le même. Et là, à nouveau, je ne peux pas vous en apporter la preuve. Mais est-ce que nous, quand on conçoit une architecture, on pense à ces relations-là ou pas? Je pense que ça peut être intéressant, parce que je crois aussi qu'à un moment donné, on peut aussi partager ces questions-là avec les maîtres d'ouvrage, les habitants, etc., et leur faire aussi essayer peut-être de comprendre des choix architecturaux autrement. On dit, bah oui, si je fais ça, c'est parce que, vous voyez, je trouve que la jeune fille, c'est bien que quand elle passe d'un âge à l'autre, elle voit autre chose du monde. Peut-être que ça peut aussi être des fondements pour nous permettre de partager ce qui fait une architecture. Mais on est d'accord, hein, c'est un peu caricatural, oui. On va aussi voir les 4 directions du paysage avec Olgiati, et on va aussi être mis en relation avec ce qui entoure autrement. Et le fait que ce soit un objet sculptural nous fait regarder le paysage aussi autrement. Mais est-ce que cet autrement est le même? C'est là que... Mais j'ai envie d'ouvrir la question, pas de répondre. De toute façon, je ne peux pas répondre. Et tant mieux, parce qu'on est des êtres humains, en fait. Il y a une citation dans les Humanités environnementales que j'aimerais retrouver, mais que je ne vais pas réussir à retrouver. Mais qu'en gros, toute connaissance qui cherche à épuiser l'objet ne peut être portée que sur des choses mortes. C'est-à-dire que pour parler de choses vivantes, on doit accepter que la connaissance sera toujours incomplète parce que c'est la vie. Et qu'en architecture, en fait, on fait tellement avec la vie que la connaissance, elle sera toujours incomplète. Mais que si on y met cette énergie de réfléchir à ces relations, peut-être qu'on peut participer à transformer les choses. En tout cas, c'est un peu ce qui m'animait jusqu'à présent. T'es sûr que c'est pas une citation d'Yves Huberman au sujet de ces papillons, justement? Et ça ressemble, mais c'est pas... C'est un truc proche. Oui. Vu l'heure qu'il est, c'était 11h18. Je me demande si on n'écouterait pas la conclusion et on voit dans le temps qui reste quelle discussion on peut encore ouvrir. Mais je crois qu'en fait c'est assez clair ce que j'appelle critique architecturale cosmopolitique. J'emprunte le mot cosmopolitique à Frédéric Nérat, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Biopolitique des catastrophes, et dont l'enjeu, donc lui il parle non pas de critique architecturale cosmopolitique, mais d'écologie cosmopolitique, dont l'enjeu est l'élargissement du domaine de la communauté et du politique au-delà de la sphère humaine, donc dans la sphère humaine et au-delà de la sphère humaine. Et donc, lui, il dit une cosmopolitique, c'est la politique de l'être en relation. Finalement, pour moi, essayer de comprendre une architecture via une critique qu'on pourrait qualifier de cosmopolitique, c'est de regarder l'architecture via les relations qui la produisent et les relations qu'elle produisent. Pour le résumer très vite. Et il me semble que c'est une possibilité pour répondre à ce que Frédéric Nérat, toujours lui, qualifie de tort global. Le tort global, c'est les injustices affectant l'ensemble des formes de vie humaines et non humaines, provoquant leur destruction ou la diminution de leur possibilité d'existence. Essayons de voir via l'architecture les relations concrètes. Et est-ce que ces relations, elles détruisent des formes de vie humaines et non humaines, ou est-ce qu'elles intensifient leur possibilité d'existence? Et je me dis que ça pourrait être un beau projet de se dire, tiens, dans une architecture, quelles sont les vies dont j'intensifie l'existence et quelles sont les vies que je détruis? Et de le faire en conscience, en tout cas. Après, je vous dis tout ça, mais j'ai le sentiment que ces questions-là, j'aurais aimé me les poser il y a 50 ans, quand je n'étais pas née, ce qui est un peu embêtant. Mais qu'aujourd'hui, l'ampleur des transformations est telle que je ne sais pas si on a encore l'espace pour les poser, si on va encore avoir l'espace pour les poser, si c'est encore même l'enjeu face... Et là, j'ai vu il y a un petit document qui circule sur les risques à Grenoble. Et là, je me dis, mais peut-être qu'avant, il faut qu'on regarde ça avant de regarder ce que je vous ai dit.
Donc je suis dans une situation un peu inconfortable parce que je vous dis tout ça, mais en même temps je ne sais plus trop si je suis dans une vision romantique ou si je ne suis pas plus du tout à l'échelle de ce qui est en train de nous arriver. Mais il y a quand même des architectes qui me permettent d'avoir beaucoup d'espoir sur ces questions et de se dire qu'elles ont quand même quelque chose qui nous porte et qui peuvent porter des sociétés. C'est des gens comme Anna Ehringer, je ne sais pas si vous connaissez son travail. Je ne vous en parle pas parce que tout simplement je ne l'ai pas rencontré, je n'ai pas vu ses architectures et donc je n'ai pas envie de parler de quelque chose que je ne connais pas. Mais pour elle, l'architecture doit apporter du sens aux gens et contribuer à la santé de la planète et à la justice sociale. C'est dit, en fait, si on se donnait cet objectif-là, peut-être que les autres questions suivront d'elles-mêmes. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle prend des matériaux qui peuvent retourner à la terre, qu'elle fait des lieux où il y a une transmission du savoir et en fait, ce qui compte, c'est le bâtiment, mais c'est aussi les savoirs qu'on a transmis et qui permettront, et ça c'est important, de reconstruire le bâtiment. Elle l'explique elle-même, en fait, je crois que c'est cette école. Un jour, on lui passe un coup de téléphone en lui disant qu'il y a des insectes dans la structure en bambou, parce qu'en fait, ils ont construit avec du bambou vert et qu'elle n'avait pas l'expérience, mais que les insectes se mettent dans le bambou qui est encore vert. Et elle est catastrophée, parce qu'elle sent qu'elle a failli dans sa responsabilité d'architecte, et pour elle, c'est une catastrophe. Et en fait, elle va sur place et manifestement, les gens là-bas, ils disent « Non, mais c'est bon, on a appris à faire l'école en bambou, on sait maintenant utiliser les bambous, on sait où les couper, on sait qu'il faut les sécher avant, il n'y a pas de problème, on va reconstruire. » Et je trouve que ça, c'est une leçon pour nous aujourd'hui, parce qu'on continue à penser des bâtiments dont on se dit qu'ils vont durer. Mais en fait, rien qu'en lisant le texte sur Grenoble et les risques, peut-être qu'on ne construit plus pour durer, peut-être que, non pas qu'on ne veuille pas construire pour durer, mais peut-être que l'idée de durabilité, elle est mise en crise aussi par les méga-feux qu'on a vus aux États-Unis, etc. Ça change complètement nos rapports à l'architecture, à la construction et au sens de notre travail. Mais quand je vois des choses comme ça, où les gens disent c'est bon, on sait faire, donc on va juste refaire, et c'est pas un problème en fait. C'est juste faire l'essentiel de ce qu'on a besoin avec les savoirs qu'on a. Et le sens collectif que ça donne à une communauté, je trouve que c'est très encourageant. Donc, des fois, j'ai envie de mettre à la poubelle toutes les questions que je viens de travailler avec vous. Puis d'autres fois, je me dis, non, peut-être que c'est justement ça qui fait sens pour les êtres humains et qui va faire qu'on va continuer à trouver du sens dans des existences, dans des mondes de plus en plus inhabitables et de plus en plus difficiles. Et je finirai avec une citation de Frédéric Néra qui, moi, me parle beaucoup. « Laisser être les existants est le nom ultime de la justice. » Avec comment on fait architecture en laissant être les existants. Donc en ayant une vision de la justice. Voilà. Merci beaucoup pour cette attention soutenue. Je me rends compte que j'avais été un peu ambitieuse dans le contenu de tout ça, mais je vous remercie de m'avoir fait confiance pour vous amener jusqu'au bout. Merci à toi. Je pense que c'était bien aussi le rythme avec les questions à mi-chemin. Si on veut être très très réglo avec nous-mêmes et ne pas se laisser être jusqu'au bout et tenir notre 11h30, il nous reste 5 minutes. Après, on déborde si on a envie, évidemment. En tout cas, on peut reprendre quelques retours. Moi, je dirais juste un mot sur le fait que j'ai l'impression que tu as une approche sans être au cresson qui est en fait très cressonnière. Tu as parlé beaucoup de sensible, d'atmosphère, d'ambiance, de tout un tas de choses qui pétrissent le labo. Et cette rencontre entre ce qu'on appelle du coup l'écologie du sensible et l'architecture, il me semble, dans laquelle tu es pleinement immergé, je trouve qu'elle a un paradoxe central que peut-être on peut laisser à l'état de paradoxe et pas essayer de résoudre, c'est encore plus intéressant comme ça, mais d'un côté, on arrive, je trouve assez facilement avec toi, à la conclusion que tout est politique, tu le montres de bout en bout, et ça, moi ça me convainc assez, et je trouve que ça donne des outils pour l'architecte et l'architecture de bout en bout, du processus de conception, du processus de construction, des filières, du réel, etc. D'un autre côté, paradoxalement, donc, l'écologie du sensible, elle est justement critiquée par pas mal de gens parce qu'elle dépolitiserait. Elle dépolitiserait, on le voit à Grenoble, pour plein de raisons, mais par exemple, on voit bien que c'est pas parce qu'on est en permanence immergé dans le sensible et la nature qu'on devient de façon automatique un écologiste. Et nous, on en a plein des grelots qui vont en 4x4 faire du ski les week-ends, et ils ont beau être passionnés de montagne et être
tristes pour le devenir des glaciers, c'est pas des écologistes pour autant, et ils sont pourtant dans le sensible. Une autre raison, c'est que, comme le montrent bien des gens comme Fatima Wassak, il y a des gens notamment racisés à qui on explique toute leur vie, qui ne sont pas d'ici, qui n'ont rien à faire d'ici, qui pourraient quand même rentrer chez eux alors qu'ils sont nés là, bref, et qui forcément, du coup, ne peuvent pas s'investir simplement dans la prise en compte de la protection de la terre ici, puisqu'on leur rappelle tout le temps qu'ils n'ont rien à faire là. Donc il y a des gens qui sont empêchés finalement de participer du sensible, et donc c'est un nœud aussi qui est difficile. Et puis encore, et on le voit au Cresson, j'arrête là sur les limites de tout ça, parce que finalement, énormément de gens nous disent mais on ne connaît qu'une infime part du vivant, et il y a toute une... C'est une évidence, hein, mais il y a une part du vivant qui est imperceptible, alors qu'elle est fondamentale, les virus, les microbes, les champignons, etc. On connaît 20% des espèces selon les estimations, enfin, voilà. Et donc forcément, tous les appels à la gestion des écosystèmes, à la maîtrise, tombent, puisqu'on ne pourra jamais gérer un truc qu'on ne connaît pas, qu'on ne perçoit pas. Et c'est aussi une limite de l'écologie du sensible, et quand tu évoquais les relations aux écosystèmes, etc., on a une perception du vivant qui est nue, non outillée, et très faible, en fait, qui est très partielle. Voilà, donc, je sais pas, comment tu penses, est-ce que on peut laisser ce paradoxe tel qu'il est entre tout est politique et c'est un peu dépolitisant? Parce que là, j'ai insisté, en fait, sur le champ social et le domaine mental. Mais en fait, si on revient à Guattari, c'est l'articulation entre les dévastations écologiques, les champs sociaux et le domaine mental qui fait sens. Et si on n'en prend qu'un, en fait, ça ne marche pas. Et c'est peut-être ça, c'est si on n'est que du côté de l'écologie du sensible. Et pour moi, c'est vraiment qu'une partie, pas infime de mes recherches, mais très partielle. Et je pourrais vous parler des bâtiments sous un tout autre angle, les mêmes bâtiments sous l'angle de la filière de construction courte, etc. Mais j'insiste plutôt sur ce champ-là parce que j'ai l'impression qu'il est moins développé peut-être dans ses enjeux écologiques. Mais c'est l'articulation éthico-politique, comme le dit Guattari, qui me semble importante. Comment on articule tout ça. Et dans l'architecture, mais dans la vie quotidienne, c'est pareil, je crois. Et ça rejoint un peu, je crois, ce que tu as fait dans ton HDR, qui était justement comment, au fil de ta vie, tu pouvais regarder des mêmes objets d'études de façon très différente. C'est un peu ce que tu as fait là aussi dans la conférence. Tout à fait, oui. Dans mon habilitation à diriger des recherches, je montre comment j'ai été éduquée dans le rationalisme constructif et comment je parlais des mêmes bâtiments. Donc en fait, j'ai pris 5 bâtiments et j'en parle du point de vue du rationalisme constructif. Et puis après, j'en parle déjà, avant même, j'en parle de ma fascination quand je suis étudiante, où je vois les termes de valse, c'est magnifique, et j'écris sur ce que je me rappelle avoir ressenti. Et puis après, je montre le rationalisme constructif dans lequel j'ai été éduquée, et comment ça m'a amené à parler de certains bâtiments. Et puis après, comment la rencontre avec des auteurs comme Georges Didier Huberman, qui parlent de la question pas anthropologique, mais de la question de l'image et de la culture humaine via l'image, comment ça m'a aussi amené à me déplacer, comment les humanités écologiques m'ont déplacée, et comment ça me fait réécrire sur ces mêmes bâtiments, mais d'une manière complètement différente. Et puis comment d'autres textes, à la fin, m'amènent encore à une autre façon de voir ces bâtiments. Et comment ça se déplace en fonction de l'univers théorique qu'on va chercher. Et cet univers théorique, pour moi, il est toujours politique et éthique. Et il a une visée transformatrice. Et comment je construis et je comprends... comment je construis ma compréhension du monde pour agir à l'intérieur de celui-ci. C'était lesquels, les 5 bâtiments? Les 5 bâtiments, j'ai pris donc les termes de Valls. J'ai pris le bâtiment que je vous ai montré de Miroslav Schick, le centre Sankt-Antonius. L'école de Paspels de Valerio Olgiati et l'internat d'Isentis et la maison forestière 2 de John Caminada. Non, plus que ça, 5 architectes, pardon. Herzog et de Meuron, le bâtiment pour Ricola, je vous ai montré, c'était les planches. Et qui d'autre? Caminada, Herzog et de Meuron. Oui, c'est ça, ça doit être tout. C'était déjà il y a longtemps, j'ai oublié. Mais c'est intéressant de voir comment on peut porter des regards très différents. Même la même personne peut porter des regards. Et arrivé au bout, je suis toujours pas... je trouve que ça ne correspond pas aux enjeux de la période actuelle. Mais qu'est-ce qui correspond? Comment on prend en face les enjeux de la période actuelle en essayant vraiment de prendre en considération ce que ça veut dire?
C'est-à-dire, pour l'instant, on parle de catégorie architecte, de recherche en architecture, etc. Mais il faut avoir conscience que tout ça n'est possible que dans un monde avec des ressources énergétiques énormes. Donc qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus ces ressources énergétiques, quand on a des difficultés à produire l'alimentation et tout? Est-ce que ces catégories, elles restent stables? J'ai beaucoup de doutes là-dessus. Donc ça devient même compliqué parfois pour moi de continuer à chercher dans cette direction. Je vous ai parlé là parce que je me dis, mais ce qui est en train d'arriver change tellement les échelles et les formes de vie que je ne sais pas trop comment poursuivre, pour être franche. Merci beaucoup, Émilie. Il est 11h30. Je pense qu'on peut continuer la discussion de façon Avec plaisir. informelle ensemble. Et je trouve que pour vous et nous qui on est pris collectivement dans vos travaux de mémoire, c'est aussi une belle conclusion, ce que tu évoques là, d'essayer à la fois d'être à la hauteur des enjeux, d'essayer d'être cohérent avec ce qu'on est en ce moment, mais tout en ayant conscience qu'on produit un truc situé dans le temps et dans notre existence, et que dans 10 ans, évidemment, on aurait produit autre chose. Peut-être ça libère d'un poids, j'espère que ça vous libère d'un poids de vous dire il faut produire ce qui doit être écrit, et plutôt d'aller vers ce que vous êtes capable de mettre en relation à un instant T, entre, comme tu dis, un univers théorique et un objet d'étude, par exemple. Et c'est bien un point de vue situé qui se construira, il y en aura d'autres. Bref, merci encore. Merci à vous. Et oui, je pense qu'on va continuer avec un café. Parfait.